Salut les amis, bienvenue dans le Plan Super, le podcast qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine, le meilleur des romans graphiques. Je suis Ringside et cette semaine, dans notre épisode, on va parler de Golden Age de James Robinson et Paul Smith, pardon. Donc pour parler de cette pièce maîtresse du monde de l'univers DC Comics, je suis accompagné évidemment de la fine fleur. De la critique française de romans graphiques, l'inusable Jérôme, le Lord of Babylon. Comment vas-tu, Jérôme? Eh ben écoute, moi ça va très bien, très bien, et j'aime beaucoup les romans graphiques, surtout quand il y a beaucoup d'images avec des cases dedans et des bulles. Et je trouve ça très audacieux et très innovant comme manière de raconter des histoires. Ouais. Le mariage du roman et du graphisme, quoi. Ça, c'est ça Voilà. qui fait la saveur des romans graphiques. Exactement. Un autre amoureux de ce genre littéraire, de haute volée, cet esthète du 8e art, Isaac, votre barman. Isaac, bonjour, oui. Comment allez-vous? Alors, ça va, mais je m'inscris en faux sur le terme bulle. Je dirais plutôt phylactère. Ah, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, je suis un peu populaire quand même. Voilà, ouais, populiste même, je dirais. Oui. Et je dirais que voilà, j'aimerais qu'on parle d'art séquentiel. C'est beau. C'est vrai, les mots ont un sens, et effectivement, l'art séquentiel. D'ailleurs, j'ai parlé de 8e art, mais je crois que c'est peut-être le 9e. Mais moi et les chiffres. Allons jusqu'au 10e. Allons jusqu'au 10e, oui. Replanifions ça. Ouais. Ah, qu'il est bon d'être entre gens de bonne compagnie. Alors, vous savez, ici, on aime bien aller dans le passé, traverser le temps. On va faire un double voyage, puisqu'on va aller c'est 93, la date d'édition de Golden Age. Et après, on va être transporté à la fin des années 40, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Golden Age, tout simplement, ça va nous raconter un peu ce qui est arrivé aux super-héros de l'âge d'or, des comics de DC, ceux qui formaient jusqu'ici la Justice Society, la Société de Justice, pour les plus vieux d'entre nous. Paul Smith, James Robinson, on parlera d'eux un petit peu plus tard. Paul Smith, on en avait déjà parlé pas mal dans notre émission sur les X-Men avec Chris Claremont. Donc ça, vous pouvez retrouver, c'est dans nos vieilles émissions. On en a parlé en long, en large et en travers. C'était la première. Non, la deuxième. La deuxième peut-être. Ouais, mais déjà une de nos meilleures à l'époque, il me semble. On est comme ça. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur cet auteur de romans graphiques, n'hésitez pas à consulter ce podcast. Toujours dans nos archives, c'est gratos. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Et puis à commenter aussi. C'est ce qu'il faut faire. On va planter le décor un peu 1993. Alors, c'est édité sous forme de prestige format quand même, le Golden Age. On n'est pas sur une série classique. À l'époque, on peut dire que le comic c'est plutôt basé dans comment on appelle ça, le direct market, directement plutôt dans les magasins spécialisés de comics, les librairies spécialisées. Il a un peu abandonné le marché de supermarchés ou des supérettes ou de partout où on pouvait trouver les magazines jusqu'ici. Et on vise un petit peu une qualité un petit peu supérieure dans l'édition avec du meilleur papier. Et là, on est encore dans une qualité au-dessus parce que c'est 4 prestige formats avec une pagination plus élevée que les floppies habituels et puis une couverture cartonnée et qui était même un petit peu en relief. Si mes souvenirs sont exacts. Voilà, c'est comme ça qu'était le marché un petit peu à l'époque aux États-Unis, en parallèle des floppies. 1993,
Donc pour planter le décor, alors c'est une drôle d'année, il se passe pas énormément de choses. Le 20 janvier quand même, important, le début de la présidence démocrate de Bill Clinton aux États-Unis. Le 13 février, la France accorde 5 milliards de francs à l'Algérie. On ne sait pas trop pourquoi. Mais en juillet, l'Algérie signe plusieurs contrats avec des entreprises pétrolières étrangères. Donc on comprend un petit mieux. Puis après, le FMI leur accorde un crédit de 4 milliards de dollars. Donc ceci explique peut-être cela. Sinon, il y a des trucs marrants. C'est une offensive arménienne au Karabakh qui entraîne le déplacement de centaines de milliers de réfugiés et le départ de l'ensemble des Azéris d'Arménie. Ça aura peut-être un impact plus tard, je ne sais pas. Alors que le 13 septembre, à Washington, c'est la signature des accords d'Oslo entre Isaac Rabin et Yasser Arafat. Bonne nouvelle, les Israéliens et les Palestiniens se reconnaissent mutuellement. Ça devait être sur Terre 2 ou quelque chose comme ça, je pense. Tout va mieux depuis. Tout va mieux depuis. On était en bonne voie. Vers la paix universelle, je ne sais pas. Comme je vous dis, c'était peut-être Terre 2, parce que ça ressemble pas trop à un passé qui nous correspond. Au cinéma, ça se bouscule, il y a à boire et à manger. Le Triomphe des visiteurs de Jean-Marie Poiré en France, qui devance Eh oui, souvenez-vous. C'est OK. Qui devance au box-office le Aladdin de Disney et le Jurassic Park de Steven Spielberg. C'est aussi l'année de Germinal, du Fugitif avec Harrison Ford ou du Dracula de Francis Ford Coppola. Ah putain, Germinal, mais tous les lycéens collégiens se sont tapés en séance ciné. Exactement. C'était même un devoir national, puisque à l'époque, il y avait tout le débat sur le GATT, l'exception culturelle française, et voilà, il fallait absolument aller voir Germinal pour battre l'ignoble Jurassic Park. C'est ça. Entre Sam Neill et Renault, tu devais choisir ton camp, camarade. Voilà, ouais. Bien belle époque quand même, où on emmenait les enfants au cinéma. Pour voir des mecs se faire trancher le zizi. Yolande Moreau. Yolande Moreau. Qui a gagné l'Oscar du meilleur film l'année-là? Petit quiz. Attends, 93. Impitoyable. Impitoyable. Une bonne réponse d'Isaac, de Clint Eastwood. Voilà, un chef-d'œuvre que vous pouvez aller remarquer. Puisqu'il récompense les films de l'année précédente, et que l'année précédente, c'était Indochine 92, c'est ça. Indochine gagne l'Oscar du meilleur film français en parallèle. Ah, je croyais que c'était le groupe qui avait gagné le. Non, ils n'existaient plus à l'époque. Ils étaient en mort clinique à cause des inconnus. Mort clinique. Ils avaient voilà. La belle époque. On était bien quand même. 93, c'était une belle époque. Qu'est-ce qu'on a? Sauf si t'étais arménien, visiblement. Sauf si t'étais arménien, oui. Là, c'était. Enfin, j'ai pas tout l'historique. Je voudrais pas dire de bêtises sur ce conflit-là, mais. La leçon de piano de Jane Campion gagne la Palme d'Or. Donc on voit que c'était maintenant c'est plus les Palmes d'Or qui sont cool et les Oscars qui ont des films de merde. À l'époque, les films cool étaient aux Oscars et inversement. Même si c'est très bien la leçon de piano, mais c'est un peu prout-prout. Le César décerné à Les Nuits Fauves de Cyril Collard. Souvenez-vous. Eh oui, c'est le cinéma français. Il n'a pas eu sa réputation pour rien. En musique, attention, on était déjà bon. Hein. Oui, à l'époque, on était pas mal. Le choix de vivre et entertainment. Vite fait sur la musique, on subissait Twin Limited avec No Limit. C'est le début de la dance. Les Four Non Blondes, What's Up, Ace of Base. Souvenez-vous. Oh, j'avais l'album. Aucune honte. La honte. La honte au cul. Aerosmith avec Crying aussi, ça j'avais l'album. Donc, putain. Chacun sa clé. Chacun son boulet. Et sinon, le prix Goncourt est attribué à Le Rocher de Tagno de Hamid Malouf. Je connais pas. Si un de vous deux l'a lu, peut-être il peut nous dire quelque chose, mais sinon non. Et le Pulitzer. On lit des romans graphiques, s'il te plaît. Donc. Ouais, on lit que des romans graphiques. Dès qu'il n'y a pas d'image, c'est pour les vieux. Paumé, Un doux parfum d'exil de Robert Holland Butler.
Peut-être que ça a été adapté en film, je ne sais pas. Voilà, pour faire le point un peu sur l'activité culturelle de 93. Je peux rajouter un dernier truc. Ouais, vas-y, Alors, fais-toi alors, plaisir. c'est pas culturel, hein, mais Mm. février 93, premier attentat du World Trade Center. C'est vrai qu'on oublie toujours. Ah ouais. Parce que La Ah bah, préquelle. je l'ai zappé sur ma liste wiki. la séquelle a eu plus de succès. Ouais, Et, C'est vrai, c'est vrai. non, mais sans déconner, par c'est un contre, peu le Mad Max de Road Warrior, quoi. c'est un En peu gros. ça. Ouais. Mais moi, je m'en rappelle aussi parce que à la même époque en France, on avait X-Force qui sortait et c'était les épisodes de X-Force. Ça allait pas mal, ça. Non, mais j'ai pas rebondi, mais quand même, il faut le dire. Mais non, mais à l'époque, il y avait X-Force qui sortait et c'était les épisodes avec l'attentat dans World Trade Center du Fléau et de Black C'est Cassidy. vrai, c'est vrai, c'est Mm, C'est vrai. sorti en mm. France, nous, et c'est au moment où il y a eu l'explosion. Moi, je le disais, c'était même période, quoi. Donc, C'est ça Rob m'avait un peu Liefeld, marqué. un visionnaire. Tout est la fin. Voilà. Bah oui. Et McFarlane pour l'autre épisode. Enfin, bon, bref, Mm. c'est des épisodes de quality, comme on dit. Ouais. Yes. Les fameuses années 90 chez Marvel. Ça dépotait sec, hein, avec les 7 Extrême. mercenaires extrêmes. C'était extrême violence. Ouais. Donc voilà, on pouvait du coup faire un pas de côté vers DC quand on était un petit peu blasé de Marvel à l'époque. Et Quand on n'était pas gâté au sucre. voilà, c'est ça. Non mais c'était une période compliquée, hein, parce que t'es à fond dans Marvel et puis t'as des dessinateurs superstars et au fur et à mesure tu te rends compte quand même que c'est un peu bizarre ce qu'on te vend. Bref, revenons à nos moutons. Golden Age, donc James Robinson. Alors moi j'ai dans mes recherches très très fouillées, j'ai découvert que la série a été produite sous l'impulsion d'Archie Goodwin en fait, qui venait de débarquer à DC, si je dis pas de bêtises, et il cherchait à faire un gros coup, comme on dit, pour sa première. Et James Robinson vient lui soumettre l'idée de Golden Age, donc de raconter, en gros, revenir sur les personnages du Golden Age de DC et raconter ce qui s'est passé dans la période après-guerre, pour faire un peu le rattachement avec l'ère moderne, en utilisant non seulement les personnages donc de la Justice Society, mais alors il n'a pas le droit d'utiliser les personnages qui ont été retirés de la continuité post-crisis, c'est-à-dire qu'on n'aura pas Superman, Batman, Wonder Woman dans la série. Même du coup, il va pas pouvoir utiliser Flash, si j'ai bien compris. Donc on parlera de Jay Garrick, il est mentionné dans la série, mais il apparaîtra pas. Enfin, il apparaît, mais il est dans le fond, quoi. Il est, Ouais. il est évoqué. Il est évoqué. En tout cas, pour ça. Voilà, ça sera pas un des personnages principaux du tout de la série. Et par contre, il va utiliser les personnages qui ont été créés par Roy Thomas dans le All-Star Squadron, et puis aussi quelques personnages de l'éditeur Quality Comics, qui a marqué les lectures de jeunesse de James Robinson. Donc c'est une autre maison d'édition qui a été achetée par DC par la suite, et puis qui éditait des comics pendant les années 40, avec des personnages comme The Ray, Phantom Lady et d'autres. Plastic Man, ouais, de Jack Cole, ça tranche avec le reste de la production de l'époque, hein, certains titres Quality, notamment le Plastic Man de Jack Cole, ils avaient des artistes quand même. Il y avait Will Eisner normalement qui a bossé pour eux, hein, si je dis pas de bêtises. Quality, ça méritait son nom en fait. Ouais. Les Black Hawk, c'est chez Quality. Ils étaient connus pour avoir vraiment la crème de la crème en tant que dessinateur, quoi. Parce que tu avais Lou Fine, Will Eisner, ouais, Jack il y avait Cole, Lou Fine aussi. Rick Crandall. Et d'ailleurs, c'est Paul Smith dit que pour adapter son style à cette mini-série, il s'est beaucoup inspiré de ces illustrateurs-là. Il a beaucoup regardé les couvertures, il a été acheter des comics Golden Age qu'il pouvait acheter, notamment des comics Quality, parce que les comics étaient moins, plus accessibles que les comics DC de l'époque. Et il a pu un peu découvrir aussi toute une assemblée d'illustrateurs un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont
qui sont la base des dessinateurs qu'on aime, quoi. Ouais, Des c'est vrai que c'est dessinateurs des. qui sont venus après, comme on a déjà parlé, Romita Junior, Romita Senior, John Buscema, voilà, c'est des Steve Ditko. Steve Ditko, c'est un grand fan. Je crois qu'il a étudié avec Jerry Robinson et donc qui a travaillé sur les premiers Batman et qui était un grand fan de Mort Meskin, qui a notamment dessiné Johnny Quick ou le Vigilante qu'on voit dans Golden Age. Ouais. Donc voilà, donc c'est bon, on va pas trop dévoiler l'histoire parce qu'il y a pas mal de rebondissements quand même. Là, on a dit qu'on faisait sans spoiler. Ouais, on va essayer de faire au minimum. Je pense que ce serait peut-être bien de faire personnage par personnage pour faire un peu le tour de la série. Donc en gros, ouais, vas-y. Je veux dire, en effet, parce que la manière de raconter l'histoire, c'est vrai que tu passes de personnage en personnage, où au départ, tu ne sens pas trop le lien, si ce n'est que c'est les anciens membres de la Justice Society, quoi. Et en effet, ouais, comme tu dis, personnage par personnage, c'est de la manière dont Robinson raconte le récit, quoi. Ouais. Alors pour le faire bref, en fait, l'histoire démarre à la fin de la guerre. On est en 46. Johnny Quick, justement, est en train de travailler sur un documentaire sur quelque part le seul héros qui a réussi à tirer son épingle du jeu, le seul super-héros qui a réussi à tirer son épingle du jeu pendant la guerre, parce que ce qui s'est passé, c'est que tous les super-héros de l'âge d'or, lors du grand conflit mondial, quand ils ont essayé d'attaquer les nazis sur leur terrain, ils ont été repoussés par Adolf Hitler, qui avait, alors dans les BD d'ici jusqu'ici, c'était la lance d'éternité, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui donnait un pouvoir magique qui permettait d'annuler les pouvoirs des héros d'ici. Non, la lance de Longines. Voilà. De Longines, je ne sais plus. C'est la lance qui est censée avoir percé le flanc du Christ. Voilà. Voilà, donc ça, Hitler l'a en sa possession et ça le permet de contrecarrer toutes les pouvoirs des super-héros qui viendraient s'aventurer sur le terrain européen. Donc du coup, il y a un seul personnage qui a... Alors dans la série, par contre, c'est pas la lance. On nous explique que c'est un vilain qui a des pouvoirs, un pouvoir justement d'annuler les pouvoirs des super-héros. Bref. Et donc, il n'y a qu'un seul super-héros qui a tiré son épingle du jeu, qui a été en mission infiltrée sur le terrain des Allemands, qui a exécuté pas mal de dignitaires allemands, et je crois même Hitler, ils nous disent dedans. C'est Mister America. Vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est un héros obscur des années 40. Mais qui avait une vraie série où il était... c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une série où il se déguise en SS et il va exécuter des dignitaires. Il remplit des missions. Ça s'appelait l'Américommando et en fait, c'était ça. Il se faisait passer pour un nazi pour tuer les autres nazis. Donc c'est l'Américommando. Voilà. À la base, son nom c'est Mister America, mais pour ses missions délocalisées là en mission d'infiltration sur le terrain allemand, il prend le nom de code d'Américommando et donc il est glorifié en héros à son retour. Là, il est en course pour les présidentielles. Il a un programme, c'est de créer un nouveau super-héros qui s'appelle le Dynaman, pour lequel il va utiliser un autre jeune super-héros qui est l'ancien sidekick. Alors c'est TNT et Dynamite, c'est ça? Donc lui c'est Dynamite et son super-héros c'était TNT, donc aussi un personnage obscur de l'univers d'ici. Donc qui a perdu son mentor, TNT, lui est décédé, donc il est un peu dans la loose complète, quoi. Il loupe ses études. On a une jolie case où on voit que partout, tous les concours sportifs auxquels il participe, il arrive deuxième. Et donc, il est recruté pour devenir le nouveau grand super-héros patriotique américain, le Dynaman.
Mais en parallèle, on va se rendre compte, voilà, rapidement, qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce Mister America, notamment via le retour d'un personnage dont on a parlé dans une de dans nos émissions précédentes. C'est Paul Kirk, le Manhunter, qui lui aussi est de retour sur le terrain américain, mais amnésique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, et au fur et à mesure, voilà, Il est traqué. Il est traqué, c'est ça. Il est traqué. On ne sait pas s'il est traqué ou s'il est parano, mais en tout cas, s'il est traqué quand même assez rapidement. Voilà, tout est louche, et on va suivre donc plusieurs personnages de l'âge d'or, et tous les destins vont se croiser jusqu'à révéler peut-être qu'est-ce qui s'est passé, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà, bah déjà, qu'est-ce qu'on peut... Alors, on a parlé des dessins de Paul Smith quand même qui sont assez magnifiques. C'est un grand Paul Smith. Hein, moi, mais on va peut-être parler de comment on l'a découvert, tiens, pour se lancer. Jérôme, dis-nous voir un petit peu comment tu l'as découvert, cette série-là. Je sais plus. Non, si, je sais. Moi, je l'ai découvert sur le tard dans les années 2000, grâce à Isaac et Fabrice, que je salue. Je me rappelle une grande conversation, j'en avais vraiment pas du tout entendu parler. Je me rappelle de la conversation, puisqu'en gros, on parlait d'œuvres, en gros, en fait, des œuvres on va dire comme Watchmen, mais qui n'ont pas eu tout l'aura, en tout cas la popularité qu'il aurait dû. Et du coup, Golden Age est arrivé sur le tapis, moi qui n'en avais pas du tout entendu parler, et qui en plus, c'est vrai, je connaissais assez peu aussi les héros du Golden Age. Ok, bon, je mets le titre dans un coin. Et à l'occasion d'une visite dans une boutique de comics, je récupère le TPB, je le lis et j'hallucine totalement. Enfin, Ouais, on tombe sur le cul quand on le lit quand même. Déjà, quand on m'en parle et qu'on m'avait dit c'était Paul Smith au dessin, bon, déjà, il y avait eu quelque chose. James Robinson, je connaissais de réputation, mais je crois pas qu'à l'époque, j'avais lu beaucoup de choses de lui. Il me semble pas, hein, comme ça. C'était vraiment là à l'époque où je lisais, où je relisais pas beaucoup de comics. Donc par exemple, ça JSA qu'il a écrit après. Moi, j'étais pas du tout, j'avais quasiment, enfin non, j'avais pas du tout lu à l'époque de ces quelques parutions en VF ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est à ce moment-là, moi, ça a été le trade paperback, et ça a été un énorme. Pour reprendre, je pense, le parallèle avec une autre œuvre qui, à mon avis, on va refaire le parallèle, ou en tout cas, je pense qu'on va la citer plusieurs fois, mais ça a été le même choc que quand j'ai lu New Frontier. Avec une. Et surtout, et Watchmen aussi, je dirais, et surtout, avec un énorme plaisir à la relecture, à la relecture à chaque fois, notamment quand plus tu connais l'univers d'ici, et surtout le Golden Age. C'est-à-dire qu'à la première lecture, même quand tu connais pas très peu ces personnages-là, tu as lu peu d'aventures, c'est pas grave. La narration, elle est là. L'histoire, elle est claire. Honnêtement, si tu résumes l'histoire, si on devait spoiler l'histoire et qu'on te la résume, tu dirais c'est quoi ce truc en fait? C'est bateau, c'est basique. Mais c'est juste le fil de tout ce qu'il y a autour. Parce que, et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans JSA, c'est la manière de mêler l'histoire éditoriale, donc l'histoire réelle et l'histoire éditoriale de ces super-héros, avec une histoire fictive, en tout cas créer des ponts pour expliquer la vie éditoriale, pour l'expliquer dans la fiction, et en même temps pour raconter aussi l'histoire réelle des États-Unis, parce que on se place, donc on commence en 1946 et ça dure à peu près de mémoire jusqu'en 52-53. Donc en gros, on arrive pendant, c'est le macartisme, c'est la chasse aux communistes et tout ça. Et c'est aussi ça le récit de JSA, c'est aussi ce récit qui est en parallèle. Et voilà, sur ces trois niveaux qui sont totalement entremêlés, c'est une lecture qui devient incroyable. Enfin, voilà comment je l'ai découvert, et comment surtout je l'ai adoré dès la première lecture, et comment je l'aime de plus en plus à chaque fois que je relis. Pour préparer la mission, là, ça a été un vrai bonheur. Ah, c'était un plaisir à relire, de se Totalement. refaire encore une fois. Hein. C'est d'un niveau effectivement qu'on rencontre pas tous les jours. Ouais, le parallèle est assez facile avec Watchmen, mais parce que c'est dans l'esprit, c'est un peu la même construction. On est aussi un petit peu sur différents personnages. On reprend des personnages
d'un autre éditeur, même si sur Watchmen ça a été reformaté pour qu'on change les noms et les adresses, mais on sait qui sont les personnages. Par contre, c'est tout ce que ça reprend. Il n'y a pas de. Il y a l'idée du complot. Il y a l'idée du complot. Oui. Mais surtout, ça parle de l'Amérique, quoi. Ouais, et puis c'est un peu comme. Enfin, tu sens que Robinson et Paul Smith, ils savent qu'il y a eu Watchmen avant. Enfin, ils ignorent pas les liens de leur mini-série avec Watchmen. Puisque Watchmen, c'était déjà une interrogation sur l'évolution du super-héros au gré de l'histoire américaine. Et notamment, un des passages qui étaient les plus intéressants dans Watchmen, c'était le passage avec les Minutemen, donc l'équivalent de la Société de justice d'Amérique dans l'univers de Watchmen. Et qu'est-ce qu'ont pu faire ces héros-là pendant la guerre? En gros, c'est ça, hein, c'est papa, qu'est-ce que tu as fait pendant la guerre? Et là, James Robinson, ce qui est intéressant, c'est que il se sert de personnages qui sont des vrais personnages de DC Comics, pour le coup. Ils sont pas modifiés, effectivement, comme tu le dis, des personnages de la Charlton ou des personnages de MLG et leur donner des autres noms comme pour Watchmen. Mais c'est pas des personnages qui ont une vie éditoriale et une vie, en gros, artistique à l'intérieur, une vie scénaristique qui est suffisamment touffue pour qu'ils soient un peu contraints par la personnalité de ces personnages. C'est-à-dire que les personnages les plus connus, et je mets vraiment des très gros guillemets, c'est effectivement le Manhunter dont on a parlé, qui est donc Paul Kirk, qui est tiré d'une série qui a connu un succès notable dans les années 70, mais plutôt un succès critique, et un succès qui est plutôt quelque chose qui est connu par on va dire les vrais fans, entre guillemets. Qui est une œuvre culte. Une œuvre culte, voilà. Et Johnny Quick et Liberty Bell, donc, qui sont mariés dans All Star Squadron. C'est-à-dire Johnny Quick, c'est le bolide donc, qui, en gros, remplace Flash, qui est le journaliste, qui est documentariste, qui fait des actualités cinématographiques, puisqu'à l'époque, il n'y a pas la télévision. Et sa femme, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que son ex-femme, Libby Lawrence, qui est Liberty Bell, elle va être présentatrice télé. Donc elle commence déjà à le remplacer sur plein de tableaux. Elle est en avance sur tout le monde, elle, en fait. Hein. Ouais. C'est ce qui était un peu le cas. En fait, les deux ont un peu le caractère qu'ils ont dans All Star Squadron, l'excellente série de Roy Thomas, qui était déjà... alors, pour pas perdre les auditeurs. On reviendra sur All Star et tout ça à la fin. Ouais, All Star Squadron. Faut quand même juste expliquer un truc, c'est que en gros, Roy Thomas, quand il fait All Star Squadron, il reprend déjà des vieux personnages d'ici qui n'ont pas qui n'ont pas de gros historiques, et qui mêlent avec les autres personnages de la Justice Society dans un groupe qui s'appelle l'Escadron des Étoiles et qui, en gros, est censé protéger les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il développe, il fait ce que fait Roy Thomas, par exemple sur les Avengers, il développe les relations personnelles, il met un peu de soap opéra. Donc, notamment, il crée une romance entre ces deux personnages des années 40, Johnny Quick et Liberty Bell, qui finissent par se marier. C'est un peu... il y en a un, c'est un peu une grande gueule. Elle, effectivement, c'est une tronche. C'est la vraie chef de l'équipe. D'ailleurs, elle finit chef de l'équipe dans la série. Et... donc voilà, il y a quelque chose qui est intéressant. Et ce qui explique Robinson, c'est qu'une fois la guerre finie, en fait, le couple se délite, quoi. Et elle part avec un autre super-héros qui est Tarantula, qui est aussi, en fait, qui est quasiment le portrait craché. C'est-à-dire, c'est aussi un autre mec blond de l'équipe, qui, dans la série de Roy Thomas, dragouillait aussi Liberty Bell. En fait, il y avait beaucoup de remarques où il disait ah ouais, il y a Jack de Johnny Quick qui est sur le coup, c'est dommage. Voilà. Et donc, c'est un peu son mec de rebond, Tarantula. Et Tarantula, lui, c'est aussi en fait, c'est un écrivain
qui a écrit un bouquin sur les super-héros, qui a connu un gros succès avec ce bouquin, et qui essaye de faire un deuxième bouquin et qui n'y arrive pas du tout. Ça, c'est sa storyline. Voilà. Donc il picole et Liberty Bell s'ennuie. Voilà. Quand l'histoire démarre, ils sont dans leur chalet, dans la montagne, et elle s'emmerde. Voilà. Alors que lui, c'est pas sur son sort, quoi. Voilà, ouais. Alors qu'il est avec Liberty Bell. C'est vraiment un loser. Hein. C'est vraiment un trou du cul dedans. T'as rendu celui-là, je tiens à le dire. Alors que je le trouvais plutôt cool, moi, dans le. C'était un de mes personnages que j'ai toujours. Ouais, dans All Star Squadron, il était pas con comme ça, quoi. Mais bon, j'admets pour les raisons du récit que Robinson, En fait, ça fait partie de l'idée du récit de Robinson. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre est finie, les super-héros s'emmerdent, et donc les personnalités plus humaines reprennent le dessus. Ils sont moins nobles, ils sont moins héroïques. Ce qui fait écho au traumatisme de guerre des soldats qui reviennent de la guerre et qui doivent désormais vivre dans une société en paix. Hein, où tu vas au boulot. Ah oui, c'est mais sachant de Stevens, nos plus belles années, c'est ça, avec des vétérans qui reviennent de la guerre et chacun est dans un couple et chacun vit différemment le retour au bercail. Mais sachant que même au final, tel que c'est présenté dans le récit, n'ont pas forcément n'ont pas participé directement à la guerre. Non, c'est pas. C'est leur vie de super-héros qui est la métaphore de la guerre, quelque part. Voilà, eux ont défendu le territoire, mais ne pouvaient pas aller vraiment. Et en fait, finalement, ils ont ce traumatisme social-là, tout en n'ayant pas eu on va dire, le véritable comment on peut dire, honneur de la bataille, en fait, du champ de bataille. Et ça peut renvoyer à la guerre du Vietnam aussi. Et la frustration naît aussi de là. Hein, tu vois. Il y a Alan Scott, Green Lantern, qui est aussi, lui, il est dans une dépression totale. En plus, qui est doublé par un sentiment de devoir être toujours de devoir quelque chose à ses employés, de les protéger dans cette époque de McCarthy, et en plus d'avoir un pouvoir qu'il refuse de réutiliser, sachant que c'est lui quasiment c'est l'être le plus puissant quasiment du récit, et quand il a vu la bombe atomique exploser, il en a ressorti une terreur par rapport à son propre pouvoir et la responsabilité qu'il a, quoi. Qui est une référence à une histoire de Roy Thomas dans un des premiers numéros de All Star Squadron, je crois que c'est dans le 12 ou le 13, où tu as un de leurs ennemis qui capture toute la société de justice, qui est Brainwave, et en fait qui leur fait avoir des rêves hyper militaristes où en fait ils tuent des soldats japonais. C'est une manière en fait pour Roy Thomas d'expliquer comment intégrer des épisodes qui étaient effectivement du All-Star Comics, de la Justice Society, qui étaient un peu va-t-en-guerre dans les années 40, de les intégrer à la vraie continuité en expliquant que c'était des fantasmes créés pour les rendre... En fait, en gros, le plan du Brainwave, c'est que ils deviennent assoiffés de sang dans leur rêve et ils finissent par se faire tuer sur le champ de bataille. Et le choc va les faire tuer dans la vie réelle. Un peu comme dans Matrix. Ils sont terribles, ces épisodes-là. Hein. Moi, ça aussi, c'est des épisodes qui m'ont marqué quand j'étais gosse, parce que c'est... Effectivement, il faut imaginer quand même les super-héros transformés en militaires et se faire schlarcler sur le champ de bataille. Alors, je ne sais même pas si ça se passe pas à Pearl Harbor ou... c'est un peu partout dans le Pacifique. Il y en a un qui se fait écraser par un tank, il y en a un autre qui se fait tailler dans le dos. Et dans un comics mainstream. Hein, Voilà, et sans que ce soit gorasse pour être gore. Non plus. Non, c'était ce qu'ils savaient faire à l'époque, c'est-à-dire quand même provoquer le choc, mais sans aller dans le gore. Et donc Green Lantern est le dernier à se faire coincer dans cette réalité virtuelle, et il voit ses camarades morts, et donc il décide en fait de se venger en fait en attaquant le Japon, mais en attaquant le Japon à fond, c'est-à-dire en utilisant à fond le pouvoir de sa et puis bague, qui finit par détruire le Japon de la même manière que la bombe atomique. Voilà, donc il finit en fait au milieu du Japon complètement ravagé, et il est sauvé in extremis par les autres qui se sont réveillés.
parce que la puissance qu'a utilisé Green Lantern dans cette réalité virtuelle a fait un court-circuit et en fait a fait exploser en fait l'appareil de Brainwave. Et donc Brainwave, lui, il a été lobotomisé pendant le combat. Et donc du coup, il se réveille et en fait, il prononce les mots d'Oppenheimer. Pour ceux qui ont vu le film. Le film. Bon, il savait qu'il y aurait un film. Il savait qu'il y aurait un film, tu vois, il avait déjà anticipé Christopher Nolan. Et il prononce donc les mots d'Oppenheimer, je suis la mort destructrice de monde. Et, mais là, c'est Alan Scott qui les prononce. Donc, on voit que James Robinson, il a lu ces épisodes-là et qu'il s'en sert. On le sait d'autant plus que Paul Smith avait dit que dans la première version du script qu'il avait eu, celui qui devait être vraiment en dépression, effectivement, et dans un asile, enfin dans un hôpital psychiatrique, c'était Alan Scott, c'était Green Lantern. Sauf que Paul Smith, il dit non, mais moi, Green Lantern, c'est mon perso préféré, même si son perso préféré, c'est le Green Lantern, c'est Hal Jordan. Et il dit non. Et puis là, en fait, Paul Smith lui dit tous tes persos là, ils sont tous ravagés. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un au moins qui soit qui représente un peu un héroïsme un peu plus optimiste, un peu plus fort, quoi. De montrer un peu et c'est là que James Robinson a l'idée, en fait, tu vois que Green Lantern, il doute, il a vu ce qui s'est passé, mais il tient quand même. Il est représenté justement par le logo de sa compagnie de radio, qui est Atlas. Il porte le poids du monde sur ses épaules, mais il le tient quand même. Et il décide de faire du vrai dépressif un autre personnage, qui est en gros un personnage qui a un peu les mêmes pouvoirs dans la Société de Justice, qui est Starman. Donc qui est le personnage qui a une lance cosmique qui est aussi... tire son pouvoir des étoiles, la gravité des étoiles. Et qui, effectivement, ça aussi c'est un lien, participe, lui, au projet de la bombe atomique. C'est un des scientifiques qui va aider Oppenheimer à créer la bombe A. Et ce qui est intéressant, c'est que Robinson donc fait de Ted Knight, l'alter ego de Starman, un dépressif à la fin de la guerre. Parce qu'il se dit, non, à cause de moi, à cause de mon invention, voilà, il y a eu tous ces morts par les deux bombes à Hiroshima et Nagasaki qu'on aurait pu éviter si j'avais pas inventé, si j'avais pas aidé à la création de cette invention. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que ça va amener, puisque Golden Age aurait dû au départ être l'histoire officielle de ces personnages après la Seconde Guerre mondiale, sauf que certains événements de Golden Age collent pas avec la continuité d'IC Comics à l'époque, donc ils décident de le mettre sous le nouveau label qu'ils viennent de créer, qui est Elseworlds. Donc, qui est le label qu'ils ont créé. Il faut qu'on parle de ce label quand même, qui est... vas-y, c'est des... Le label, c'est assez simple, c'est pour expliquer, c'est des histoires qui ne peuvent pas tenir dans l'histoire officielle. Le premier album qu'ils mettent dedans, rétroactivement, parce qu'ils viennent de le sortir et ils font la suite, c'est le Batman Gotham by Gaslight, qui est en gros Batman, mais à l'époque victorienne, où il enquête sur Jack l'Éventreur. Donc on peut pas avoir Batman qui est face à Jack l'Éventreur, puisque Batman est un personnage contemporain, mais on imagine une autre réalité. Et comme ils veulent plus de terrain parallèle parce qu'ils ont fait le nettoyage avec Crisis, ils appellent ça Elseworlds. Donc c'est des histoires qui se déroulent. On s'en fout en fait. En gros, et tu sais que quand tu achètes une BD DC Comics avec le label Elseworlds, ça se situe en dehors de la continuité. Moi, c'est un truc que je trouve assez cool. Ça fait des tas de c'était une c'est un très bon label. Ça a bien duré ces 10 ans. Et puis après, les 10 autres années, c'était un peu moins fantastique. Mais d'autant que les personnes en place étaient plus les bonnes. Oui, c'est une question d'auteur. Généralement, quand tu fais un prestige format comme ça, tu mets des bons auteurs dessus, un peu de classe supérieure, avec un concept fort. Et puis... Du coup, sur Golden Age, mini-série qui était considérée hors continuité, mais la mini-série va
va être tellement remarqué en termes artistiques, de la même manière que Manhunter l'avait été dans les années 70, Mmh. que on va décider d'intégrer quand même des bouts de Mmh. cette histoire, de faire référence à des bouts de cette histoire. En fait, on va prendre ce qui nous, Ouais. Ouais, ce ce qui ce nous qui colle. arrange, ce qui colle Voilà. bien. Et notamment Starman, puisque Mmh. Pinson, juste après, va lancer sa série Starman, 80 numéros, qui est basée sur le fils de Ted Knight. Et quand il discute avec son père lui explique que, ouais, à la fin de la guerre, il est entré en dépression. Voilà, donc tout ce qui arrive à Starman dans cette mini-série est canon. Mmh. Qui arrive aux autres, par contre, Ouais, c'est aléatoire. voilà, c'est aléatoire. Ouais. Mmh. Mais c'est pas Et idiot comme procédé, hein. ouais, Mmh. ouais, ouais. Donc je sais plus où je voulais en venir, mais tout ça pour dire On a Que présenté tous c'est les quand même on a super présenté cool. que on c'est a super présenté tous cool. les En fait, ce qui est personnages. super cool, c'est que il fait référence à la fois à la série All Star Squadron. Il prend en plus des personnages dont tout le monde se fout. C'est-à-dire même Roy Thomas les a pas utilisés ou les a quasiment pas, comme Captain Triomphe, qui est Oui. peut-être des personnages que je préfère je crois que dans tout l'album, c'est celui. Alors, je pense que c'est celui dont le destin est le plus tragique à la fois et celui Mmh. dont l'histoire je préfère. Ouais. Alors, Captain Triomphe, c'est le millionnaire texan qui a un Ouais. frère jumeau mort qui le hante comme un fantôme. C'est horrible, il est Et son terrible, frère lui. jumeau, c'est le super-héros. C'est-à-dire que, en fait, en gros, Captain Triomphe, c'est son frère jumeau qui est mort. Et quand il touche sa marque de naissance, en fait, il se transforme donc en son frère mort, qui devient Captain Triomphe et qui combat. Et pendant toute la BD, le frère mort arrête pas de tourner autour en disant allez, vas-y, touche la marque de naissance, comme ça on va pouvoir mener des aventures. Et l'autre, il veut plus mener des aventures. Il est millionnaire, il est texan, il a une fortune, et en plus, il vient de rencontrer une jeune femme qui s'appelle Paula Brooks, dont il est tombé red dingue, qui est en fait une ancienne super vilaine. Une ancienne super vilaine. Et le truc, c'est que le fantôme est toujours autour pendant qu'ils ont des Ah, rendez-vous, non, mais en c'est train de glauque. dire non, non, mais C'est laisse-la, horrible, c'est glauque. laisse-la, de toute façon, c'est une catin, c'est une super vilaine, viens, on sort, si c'est des futes que tu veux, on peut aller dans un quartier chaud, au moins on s'amusera. Et en fait, il est hanté par ce type-là, et là, le final de cette storyline, on va pas le dire, mais elle est à la fois, je sais pas, elle est émouvante, elle est tragique, elle est tout ce que tu veux, mais tu la vois pas arriver en plus. Tu vois pas Ouais, finir ouais, le truc ouais. comme ça, et c'est voilà. Donc petit coup de chapeau à l'utilisation de Captain Triomphe. Ah ouais, Ouais. c'est incroyable tous les persos qu'il utilise, Hmm. de manière, moi ce que j'adore dans le récit, c'est, enfin j'aime bien sa manière de raconter, c'est-à-dire partir de personnages et commencer à tisser la toile sans vraiment que tu saches vraiment où ça, enfin c'est pas que tu sais où Ouais. ça va. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un récit qui va d'un point A à un point B avec, des périspéties où tu sais qu'à la fin tu vas avoir l'objet final de la quête ou en tout cas la grande bataille, mais en tout cas le truc logique. Tu es plus dans une espèce de narration, je trouve, circulaire où tu vas passer d'un personnage à un autre, avec ses problématiques, ses questionnements, enfin et que chacun alimente l'autre à chaque fois et avec le relais qui est Johnny Quick et que c'est en fait, certains autres personnages qui vont faire avancer le truc, Manhunter et Mister America, et c'est par rapport à cette évolution de ce qu'eux font que les autres se repositionnent peu à peu Ouais, jusqu'à arriver, exact. au moment où eux doivent prendre véritablement, arrêter d'être dans l'inaction pour revenir à reprendre des décisions face à, on va dire la chasse aux sorcières qu'il y a, et qu'eux se prennent sur la pomme ou face Oui, à la grosse menace qui va se révéler, quoi. Mmh. c'est vrai Et qu'il y a ça j'adore aussi. Il y a la montée progressive. Tu vois Ouais. vraiment bien la montée mmh, progressive de la chasse aux sorcières et du fait qu'ils vont pousser petit à petit les justiciers masqués de l'époque à devoir, en fait, le point final du récit, ça sera cette réunion où ils doivent se démasquer Mmh. aux autorités gouvernementales, qui est aussi une scène clé d'un récit de la Justice Society qu'avait écrit
Paul Levitz en son temps. Ouais, qui justifie la disparition de la société La de société de justice de justice, ouais. mémoire. C'est ça. Donc non, c'est Pour en revenir à Green Lantern, ouais, il est patron, donc d'une chaîne de radio, ouais. station de radio. Et effectivement, donc comme on l'a dit, il y a la montée du macartisme et il a plusieurs de ses journalistes, de ses employés qui sont poursuivis pour comment dire, sympathie avec le parti communiste et ça le torture de voir voilà, lui va se porter garant à chaque fois. Je crois qu'il y a un de ses employés qui se suicide ou un truc comme ça. Mais il a abandonné son rôle de Green Lantern, mais il a encore d'énormes responsabilités. Et il y a une vraie injustice qui est en train de se dérouler sous ses yeux, qui implique le gouvernement. Et on sent que ça le torture de pas pouvoir passer à l'action. Mais ça rajoute encore de l'épaisseur au personnage et ça explique pourquoi il est un petit peu sur le côté de l'action tout au long de l'aventure, où on va suivre plus les personnages, comme déjà Johnny Quick qui est présenté un peu comme le ciment, c'est celui que tout le monde connaît, que tout le monde va appeler pour essayer de rentrer en liaison Ce qu'il dit, c'est entre eux. Ouais, c'est le mec à qui tout le monde fait confiance, quoi. Tout le monde fait confiance. Il dit ouais, je comprends pas, je suis pas le mec le plus sociable, mais visiblement à chaque fois que quelqu'un a besoin d'un coup de main, tout le monde me. C'est ce que dit aussi Tarantula, le nouveau mec de Liberty Lawrence. Il dit ah oui, oui c'est vrai, ouais, c'est à ton ex-mari que tout le monde parlait. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment un des aspects aussi que j'aime bien dans cette mini-série. Je trouve que c'est un des bons aspects de ce que fait bien James Robinson, justement, quand il écrit. Ce qui va être aussi dans Starman, ce qui va être aussi dans cette Justice Society. Je trouve qu'il fait des relations crédibles entre les super-héros. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es dans tout le monde. C'est pas parce que, en gros, il y a quelque chose, en fait, il y a un leitmotiv, en fait, dans la caractérisation de ces personnages, et notamment dans les équipes, où, en fait, c'est pas parce que tu fais partie de la même équipe que tout le monde s'entend aussi bien les uns que les autres. Il y a une scène dans un des numéros de Starman où tu as Ted Knight qui parle à Jack, à son fils, et en parallèle, tu vois la séquence où Jack rencontre le premier Sandman qui faisait aussi partie de l'équipe. Et chacun parle de l'autre à Jack. T'as Ted qui dit ouais Wes, en fait je m'entendais bien avec, oui, parce qu'on faisait partie de la même équipe, mais sinon on n'a jamais parlé ensemble. Je pense que c'était le mec que je connaissais le moins de toute l'équipe. Et au contraire, t'as Wes qui dit oui, on se parlait pas beaucoup, on se connaissait pas beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui. Je crois qu'on s'entendait très bien, on se respectait. En fait, la perception que tu as dans un groupe, dans des relations sociales, je trouve, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent dans les comics de groupe et dans les comics de super-héros. Et lui, c'est ce qui fait aussi que je trouve, parce que j'aime beaucoup, moi, James Robinson, en tout cas le James Robinson de cette époque, je trouve que comment dire, dans les années 90, il crée des super-héros excessivement réalistes, en fait. Je trouve les réactions qu'ils ont, les dialogues qu'ils ont, les voix qu'ils ont, il en fait vraiment des personnages en 3 dimensions. Mais en fait, il arrive à poser une différence où tu vois, par exemple, des groupes comme les X-Men, les Vengeurs ou les Fantastic Four, mais ça c'est une évidence, mais tu vois, où les X-Men et les Fantastic Four, ils sont liés naturellement et en fait, ils cultivent un esprit de famille. Même les Avengers, même si on pourrait les comparer à une espèce de ligue, tu as quand même ce côté, on est ensemble, on est unis, et d'ailleurs c'est cette union qui nous font ma force. Et en fait, quand tu lis sous Robinson la Société de Justice, tu as vraiment l'impression en fait, que la Société de Justice, c'est des collègues de travail, en fait, qui ont vraiment une notion de boulot, et que voilà, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours et que forcément tu crées des liens
qui sont pas des liens, qui sont des liens spécifiques à ces gens-là, mais que ça veut pas dire qu'en dehors de ce boulot-là, tu vas être ami avec eux. C'est pas parce que mais tu les respectes, et tu as des liens, mais Mmh. c'est vraiment des notions de travail, un peu comme nous, on peut avoir tous les jours. Je pense que on doit avoir tous, enfin, dans nos travails, voilà, des Ouais. gens qu'on va voir tous les jours, qu'on apprécie, avec qui on peut rigoler. Mais si tu les croises en dehors du travail, ça sera plus pareil. Ouais. Et t'as pas forcément envie que ce soit tes amis aussi. T'as pas forcément envie de leur confier tout. Par contre, au sein de ce travail, au sein d'une mission pour ce qui est la société de justice, bah ouais, tu vas leur confier ta vie, quoi. Et ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il te dresse super bien le truc, quoi. Il y a peut-être le fait qu'aussi, il te reste des portraits, et ça, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, il parle d'adultes, d'hommes adultes, des Mmh. quarantenaires, en Mmh. plus, enfin des Mmh. Ouais, Mmh. 35, ouais, 40 tu ans. ouais, Et tu mine sens de rien, le poids de la vie, ouais. tu vois le poids de la vie, Mmh. et mine de rien, tu écris pas des personnages de 18, enfin, tu écris pas de la même façon un personnage qui a 18-20 ans que un personnage qui s'est mangé en plus la Seconde Guerre mondiale derrière. Mmh. euh, et Et je pense que il y a des très bons dialogues, mais ils jouent jamais la carte du sitcom et des mecs qui sont là pour faire des vannes. Ouais, ouais. ouais, Effectivement, comme tu dis, les mecs sont écrits comme des adultes avec effectivement le poids du temps qui a passé. Et effectivement, bah, cette relation de super-héros comme des collègues de travail, en plus, c'est cohérent, je trouve, avec l'univers DC parce que ça a toujours été un peu la différence entre DC et Marvel. Ça a toujours été plutôt le super-héros qui prenait le pas sur l'alter ego chez DC, alors que chez Marvel, c'était un peu plutôt l'inverse, où c'est le super-héros est qu'une extension de la personnalité du personnage. Et du coup, c'est logique d'avoir ces relations comme ça, plutôt de collègues de travail, comme tu le dis, au sein de l'univers d'ici. Ça, c'est des grandes forces. Et c'est assez incroyable parce que c'est quand même c'est quasiment son premier travail chez DC. Ouais, ouais. Il y a du Batman, du Legend of the Dark Knight qui est publié en parallèle, mais qu'il a écrit après. Mais franchement, pour un premier travail, c'est assez impressionnant la maîtrise qu'il y a Mmh. Ouais, ouais. que ce soit les dialogues, la façon de dépeindre les personnages. Il est jamais dans le cliché, il est jamais. Il y a tout qui fonctionne, quoi. Tous ces effets de suspense, toutes les scènes. Toutes les scènes d'action avec le Il est Manhunter qui est super doué. poursuivi Ouais. et ces visions qu'il a d'horreur quand il se fait torturer, Mmh. etc. Elles sont hyper, elles sont glaçantes, quoi. C'est Mmh. toutes les scènes d'hallucination et de flashback, et notamment la scène où il comprend ce qui s'est réellement passé. Enfin, il y a deux, trois. Enfin, moi, je me rappelle, je l'ai là sous les yeux, quand il comprend exactement ce qui s'est passé et qu'il découvre en gros qui est qui. Enfin, quand tu vois le visage de la personne après, on va dire l'événement, c'est un peu bizarre d'en parler comme ça, mais c'est hyper flippant, hein. Moi, je le mets, ouais. je vous le montre en caméra, hein. De toute façon, nous, on est en audio, on s'en fiche, hein. Mais alors ça, hein, Ouais. moi, ça Ouais. ça m'hallucine bien ce passage-là toujours, hein. Mmh. Mais il est bien Ah ouais, aidé ouais, par les dessins de Paul Smith, hein, faut c'est dire, ce que mais j'allais Ouais, dire. ouais. C'est ce que j'allais qui dire fait aussi. du très 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 gros boulot. Ouais, Mais ouais. par contre, Ouais. par contre, la qualité des scènes d'action, on peut dire, sur certains scénaristes, tu vois, qu'ils ont de la chance d'avoir des bons dessinateurs pour, sauver, Mmh. on va dire des scénarios un peu mous. C'est pas le cas chez James Robinson, en tout cas Mmh. dans cette période-là, puisque à l'époque, je me souviens qu'il est même reconnu pour ça, pour le fait de faire vraiment, de d'écrire de super scènes d'action, en fait, de mettre en Mmh. scène des vraies bonnes scènes d'action avec un narratif, en fait, dans l'action, Mmh. et notamment dans les scènes du Manhunter, Ouais. les Ouais, ouais, scènes où ouais. Ah non, clairement. il est Mmh. poursuivi par les agents, là, Ouais. on ne sait pas qui Mmh. sont, là, Mmh. les mecs qui sont à sa poursuite, Mmh. et qui vont le chercher alors que lui, Mmh. il se planque au milieu de sans-abri, dans Mmh. un et Avec un aspect film noir et film aussi, noir, ouais. et aussi des références, comme tu disais, aux bandes dessinées de l'époque, avec des personnages et des positions, des scènes d'action qui sont quand même Ouais. très référencées par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Oui, parce que On pense au Kirby de l'époque. Hein, ouais, tout à euh, fait. mm, Ou à Lou Fine, à Rick Randall, ouais. dans la façon, Mm, mm, les ce que je voulais dire, c'est que les gestes que fait, mm, le Manhunter, on n'est pas encore dans la démesure qu'on va avoir avec Marvel, mm, des coups
points qui font, tu vois, où les mecs valdinguent à travers les murs, où Mmh. tu fais tomber des immeubles un peu en trébuchant, quoi. Là, tu es vraiment sur encore des mecs, ils s'accrochent à des poutres, tu vois. Ouais. Et la grande scène d'action, c'est de sauter par-dessus tu vois, de sauter d'un Mmh. étage, quoi. Ouais. On est encore dans quelque chose de semi-réaliste, mais ça Mmh. fonctionne bien, quoi. Même l'intervention du Green Lantern, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait à un moment donné, Green Lantern qui arrête un braquage de bijouterie par le Sportsmaster, Mmh. mais en fait, il vient de c'est Green Lantern qui arrive en complet veston parce qu'il est en Alan Scott, sauf qu'il a Mmh. pas sa bague, il a oublié qu'il avait sa bague, et en fait, il rentre dans la bijouterie, le point en avant, le point où il a sa bague habituellement. Et c'est comme ça que Sportsmaster, d'ailleurs, reconnaît que c'est le Green Lantern, alors que Mmh. c'est juste un mec blond, quoi. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois que même les héros surpuissants, ils n'utilisent pas non plus constamment des rayons laser. En fait, Ouais. Mmh. ils jouent beaucoup des points. Donc il y a Ouais. cet aspect-là aussi qui est intéressant dans les. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à Manhunter, c'est que les séquences sont très cinématographiques aussi parce que il y a des références directes à des films hollywoodiens. Mmh. Ça, c'est aussi la valeur ajoutée de Robinson, qui est vraiment un gros cinéphile. Et notamment, Manhunter, il référence ouvertement un film de Fritz Lang qui s'appelle Chasse à l'homme, donc en anglais Manhunt, qui débute avec notamment le personnage dans Manhunt. Je crois qu'il va être habillé un peu comme les Paul Kirk Dans Golden Age. dans Golden Age. Et le début du film, c'est lui qui est en fait qui se trouve en Bavière. C'est un riche anglais qui se trouve en Bavière en vacances avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il tient en joue Hitler. C'est le Mmh. début du film. Et il va se faire capturer par des nazis. Il va Bon, un film à réussir voir à absolument. s'échapper. C'est Chasse à super l'homme. bien. Ah Mmh. ouais, si vous avez jamais vu Chasse Ah à ouais. l'homme de Fritz Lang, Ah, c'est franchement, c'est super. top. Ouais, ouais. Pourrisie. Et voilà, je sais plus. Il y a deux, trois autres comment bah, Référence. références. Si on rentre dans des références plus précises, on risque de dévoiler, mais en tout cas, Mmh. voilà, le côté politique aussi est très bien vu, hein, parce que ça, c'est quelque Ouais. chose dont on parle assez peu, c'est-à-dire que le retour de guerre a changé aussi politiquement le Ouais. regard de certains, notamment de certains artistes. Tu vois des gens comme Milton Caniff qui faisait tirer les pirates, c'était des pro-démocrates à fond quand il y avait Roosevelt au pouvoir, et ils sont devenus républicains convaincus, conservateurs, une fois le retour de la guerre. Mmh. Parce que l'évolution, parce que la vieillesse, parce que les demandes de la Vieillesse jeunesse. sous l'ouvrage. Ouais, Mais voilà. la jeunesse aussi, hein, nous casse les couilles. Mais ça, je trouve C'est Les pas que deux. simple. Les deux c'est cumulés, comment voulez-vous qu'on s'en ouais, sorte? Bon. Ouais. je trouve que c'est Mais tu le super sais. bien amené avec, Ouais. avec Thompson, quoi, tu vois? Même si tu Mm. avais pas on va dire tout le truc qu'il y a derrière, enfin tout le complot, juste lui, il fonctionne, il fonctionne naturellement. Ouais. Ce super-héros qui Mmh. revient, qui devient, sénateur ou, membre du Congrès, enfin je sais plus, Mmh. et qui Mmh. peu à Mmh. peu, intervient en disant, dans dans ce qui devient une chasse aux sorcières, avec ce projet, lui, de devenir, président des États-Unis plus tard en 52 de mémoire, Mmh. avec cette Mmh. idée de retour aux valeurs et tout. Enfin, juste ça, Mmh. tu rajoutes rien avec son idée avec, Ouais, ça te fait déjà un avec truc, hein. avec le rebondissement final, je veux dire, ça fonctionne super bien. J'aime bien aussi C'est l'idée que tout le monde se dit mais pourquoi c'est lui qui est devenu une Oui, superstar Mmh. alors que c'était Mmh. un des plus nazes Ouais. quoi en fait dans le c'était Ouais. Mister America quoi. C'est ce que Mmh. d'ailleurs il y a même un des personnages aussi qu'on a oublié mais qui est très important, c'est son ancien sidekick qui s'appelait oui. Oui. Fatman, Ah ouais, Mmh. j'aime beaucoup, hein. qui était l'assistant de Mister America, et dont le costume en fait c'était genre il avait un seau sur la tête, il se battait avec un balai, et Mmh. c'était Fatman, donc l'assistant comique
et qui essaye en fait de voir son pote qui est devenu une célébrité, et puis son pote qui dit non, mais en fait j'ai pas le temps, écoute, Ouais. puis il Ouais. veut pas Ce trop serait bien qu'on se qu'on se... voit Voilà. ensemble. Oui. Puis ce serait bien qu'on se voit plus jamais, en fait. Ouais, qu'on se voit plus Hein, sans jamais parce que tu rancune. comprends, ouais voilà, pour comment dire, pour ma carrière, c'est mieux qu'on se voit plus. Mais il est extrêmement bien traité, hein, le Fatman. Ouais, Ah, j'adore. ouais, C'est un Fatman, il est c'est un des vraiment personnages majeurs du ouais, récit. Hein. très émouvant, et qui Ouais. devient Oui. donc, qui finit par rencontrer Paul Kirk, qui lui est Mm. perdu et Ouais, bah, habite. l'ange gardien de Paul Kirk un peu pendant Ouais. pendant J'aime tout le beaucoup récit. aussi, je tiens à le dire aussi avant que j'oublie, j'aime beaucoup moi le traitement de Hawkman, où tout le monde pense que c'est un taré Qu'il est complet givré. Ouais. parce Oui. qu'il prétend qu'il est La réincarnation. la réincarnation d'un prince égyptien, ce Mm. qui, dans le traitement de là aussi le point de vue est important, c'est pour ça que c'est aussi une œuvre d'auteur, c'est que Mm. dans la façon de présenter de façon réaliste tous ces personnages, ou en tout cas semi-réaliste, tous ces personnages, fait que effectivement quand lui arrive et parle on le voit en fait avec des Mm. costumes égyptiens antiques, alors que c'est un mec normal, blond, Mm. aux yeux bleus, qui ressemble à Flash Gordon, et qui vient et qui arrête pas de parler de réincarnation. Tu comprends pourquoi les autres le prennent pour un cinglé, quoi. Mm. Pour, Ouais. Ouais. alors que c'est la vérité. C'est vraiment Mm. un prince Mm. égyptien réincarné. C'est ça le principe du Hawkman de l'âge d'or, quoi. Ouais. Et j'aime bien parce que même Johnny Quick le dit. Mm. Ouais, non, Il dit, c'est ouais, il est de plus en plus dans ces trucs égyptiens. Moi, je pense qu'il a complètement fondu un câble. clair. Alors, il y a un J'aime autre qui a bien. fondu. Ouais, pardon, Ouais, vas-y. vas-y. Non, mais vas-y, toi. Je t'attends trop. Je veux dire, il y en a un autre qui a fondu un câble, c'est Roboman. Ah, Ah ouais, oui. ça, je pense pas à lui, moi. Ouais, ça c'est glauque. Ouais, mais alors Euh, il fait flipper, hein, Roboman dedans. Ouais. Attends. En même temps, c'est marrant parce qu'effectivement, le visuel de Roboman, il fait C'était toujours un peu flippant. flipper avec Et son c'est ça. Son sourire sourire permanent. qui ne quitte jamais. Donc, on va pas trop en raconter sur lui, mais Mais là, c'est pareil, Roboman, tu vois, là. c'était censé être un peu comme la Vision, c'était censé être ouais, Euh, c'était la un vision un peu, ouais, robot. Ouais, voilà, c'est en fait, c'est un scientifique dont on a conservé ouais, le cerveau le et on l'a mis cerveau. dans un corps de robot. Et donc, du Voilà. coup, dans Qu'on- l'escadron c'est- des étoiles, il se demande toujours est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une Ouais, machine? ouais, ouais. Qu'on retrouve aussi, alors c'est pas le même personnage, mais dans la Doom Patrol. Ouais. Voilà, il a un équivalent qui est à peu près la même chose, mais pas de la même couleur. Mais il y a un truc qui est logique, c'est quand même quand ton cerveau coincé dans un robot, ça peut que mal se passer, quoi. c'est un peu ça. Alors, ce qui est tu, dois marrant, être, c'est que tu dois être content 5 minutes, mais au bout d'un moment, quand même, ça doit surtout si rouiller, t'as quoi. pas de. Ouais, voilà. Surtout si t'as Ouais. pas de zizi. Et Mais le truc, c'est que la BD Roboman, dans les années. Alors, j'en ai jamais lu, mais il paraît que, en fait, c'était une super, super bien dessinée, et deux, une série assez comique, en fait, assez drôle. Ah ouais. Donc, Ouais, ce qui est bah, marrant, c'est que là, c'est vraiment là, Ah non, c'est mais oui. le Terminator. C'est le Le Terminator. Terminator, Oui. qui est Même. aussi un des premiers travaux de James Robinson en BD. Il a fait des adaptations de. Ah oui, de Terminator Ouais. en bande Mais dessinée. c'est terrible parce que même là, dans une de ses premières apparitions, là, quand t'as enfin, Rex Tex qui les présente devant le drapeau américain, là, quand il présente les trois, où tu as aussi Ouais. Atom et tout ça. Même là, déjà, il n'est pas non plus le plus comment dire, agréable à regarder qu'il soit. Enfin, en tout cas, tu n'as pas forcément envie D'ailleurs, tout le de monde lui lui dit. payer le prix. Ouais. Et après, il y a un passage que je trouve incroyable quand il est en pleine nuit dans une chambre d'immeuble avec la vitre cassée, et tu vois juste ses yeux et sa bouche. Ah, mais Ouais, Paul Smith, il le tient trop bien, le truc. Le c'est personnage, superbe. il fait vraiment flipper, là. Tu sens qu'il Ouais. s'amuse à le mettre en scène dans le. Ah, C'est... On ferait non, des cauchemars la nuit de Roboman. Ouais. non, c'est clair. Ouais. Ce qui est Alors, du coup, marrant, tu c'est veux qu'en parler. plus, Oui, vas-y. on les voit pas beaucoup, hein, Non, costumes. Non, juste qu'il faut. Mais il non, les non, non, donne. il y a une économie sur les personnages. Toi, je pensais à. Donc, moi, c'était Arman. Ouais. Aussi, Ouais, le mec Hourman, avec ouais. sa pilule bien drogué et tout. Pareil, tu le vois pas forcément beaucoup.
Et Mm. pourtant, Ouais, pourtant, ça marque. il marque hein, le côté du super-héros dépendant d'une pilule qui lui donne tous ses pouvoirs. Enfin, c'est bien. Enfin, tu vois, avec le temps, tu te dis oui, mais en fait, c'est un peu un gros truc de junkie, quoi, tu vois. Et il y a ce rapport au danger, enfin, à ce que ça procure en termes, à mon avis, d'hormones et tout ça. Et Enfin, surtout qu'il est accro à l'adrénaline, en fait. Voilà, c'est ça. Accro au rush. Ouais. Là, Alors, sans spoiler, tu sens que lui, il aura pas trop de portes de sortie, quoi. Ouais. C'est assez. Non, c'est aussi très efficace. Hein, comme tu dis, ouais, on le voit pas beaucoup à Warman, mais les peu de séquences où il apparaît, ça C'est marque. pareil, super bien dessiné. Qui le dessine un peu mastoc comme ça. Ouais. J'aime bien moi le costume de toute façon qu'il a à Warman, je trouve. Et puis la manière qu'il a de dessiner tous les costumes. Mais c'est ça. Hein. C'est et puis pareil, hein, il reprend tous les designs de l'époque et tu vois que ça fonctionne toujours autant. Ouais. Enfin, il y a dans la manière qu'il a de dessiner, dans l'économie, la mise en scène, c'est ça. Hein. Tu vois, dans la bataille finale, quand à l'arrivée de Green Lantern, c'est superbe. Enfin, c'est. Non, mais. C'est à la fois, tu vois. Tu arrives à voir les textures aussi des costumes. Ce que faisait Dave Gibbons sur Watchmen. Ce que faisait Dave Gibbons, Ah oui, mais ça me fait penser à des moments de Watchmen, ce côté de l'économie. Tu vois, moi je repense souvent dans Watchmen à cette manière qu'il a de jamais mettre en avant, enfin en valeur, on va dire, les personnages et notamment le hibou, enfin pas le hibou, mais son alter ego. Et puis tu as à ce moment cette case de fou où il remet son costume et il se tourne en disant allons-y. Et là, voilà, et tu as cette case-là qui est grandiose. Il y en a une et voilà, et elle justifie, et en fait, elle justifie tout. Et je trouve qu'il y a ça. Et en fait, et c'est ça, pareil, c'est là où tu vois vraiment le bon travail d'un amoureux. C'est-à-dire que il modifie, il reprend tel quel, il passe un coup de je sais pas moi, un coup d'essuie-tout, enfin un coup de brosse, et en fait il remontre à quel point le lustre il d'antan. dépoussière, Il dépoussière, Il c'est ça. Et dépoussière, alors on dirait c'est la modernisation, mais en fait non. Il pointe il te montre juste en quoi c'est mortel, tel que c'était. Et en te disant, mais en fait, c'est pas vieillot. Il fait, regarde, il suffit juste de raconter comme ça et tu verras, en fait, ils sont pas vieillots, ils sont juste totalement d'actualité, tes personnages. Et jamais en se moquant du truc. Non, en vrai, quand tu lis ça, tu te dis, c'est cool de lire des comics, quoi. Ça, c'est les trucs qui finissent de te faire basculer. Tu vois, à un moment donné, quand tu commences à vieillir, tu te dis, peut-être t'as fait le tour de la question, et puis tu tombes sur un truc comme ça, et puis c'est reparti pour 10 ans, en vérité. Mais c'est vraiment des personnages que tu aimes vraiment, dans le sens où il n'y a pas que l'aventure, il y a vraiment quelque chose de touchant auquel tu as envie qu'il leur arrive que des bons trucs, tu as envie de les voir continuer la vie. Et c'est en ça que c'est ça qui est fort. Et ça dépend pas de. Enfin, ça dépend pas de cette œuvre en elle-même, mais de ce qui est venu après. C'est-à-dire que tu as envie de quelque chose d'autre, et au final, cette œuvre a été le support de ce quelque chose d'autre. Enfin, ça a initié quelque chose, et Isaac disait pour Starman, mais après, ça a été Robinson qui va lancer JSA la série, quoi. Et finalement, c'est à la fois un espèce de retour dans le temps, comme un espèce on va dire de dernier baroud d'honneur, mais qui au final va lancer tout un nouveau truc chez DC pour l'époque, quoi. Pour moi, ça qui est incroyable avec ce récit. Ouais, pour moi, c'est celui qui a le mieux compris comment gérer l'après-Watchmen. C'est-à-dire comment gérer après cette démystification des super-héros, comment reprendre ces personnages. Et c'est de dire, ils ont peut-être des pieds d'argile, tu vois, mais c'est des héros. Mais ça reste des héros, et en fait, pourquoi? Et en fait, qu'est-ce qui fait que comment dire, on a de l'empathie pour eux? Qu'est-ce qu'on fait qu'on se reconnaît dedans? C'est l'inverse de Tom King. Voilà. J'ai pas lu assez de Tom King pour dire. C'est sûr que de toute façon, vu ce qui sort. Bon, et tu sais que aussi en relisant, ça m'a aussi fait dire que
On cite souvent Watchmen comme l'inspiration des Indestructibles, mais en fait, non. Quand tu regardes les Indestructibles, et notamment le début, c'est Golden Age, en fait. Le Mmh. côté démasquez-vous, Ouais. les super-héros au boulot, enfin, quand tu vois Mister Bah, Indestructible au Mmh. boulot, ouais, t'as ouais. l'impression. En fait, je vois plus de l'influence de Golden Age que Watchmen dans Mmh. les Indestructibles. Hein. De toute façon, les Indestructibles, ils ont pris le point de départ là pareil, du gouvernement qui veut mettre hors la loi Mhm. les, Mmh. les, les super-héros. Watchmen, Golden Age doivent tout à l'épisode de Paul Davids Mhm. de Mmh. All Star Comics qui Mhm. expliquait que la société de justice avait décidé de se dissoudre à la fin des années 50, enfin au début des années 50, à cause du macartisme. Donc ça, Mmh. c'est clair et net que ça vient de là, Mmh. voilà. C'est donc peut-être que parce que Brad Bird, il est quand même assez âgé, je crois que Mmh. le, le, de toute façon, je pense que Brad Bird, il a Bah, lu, Ah bah oui. Watchmen. oui. Et, ouais, bah, ou en tout cas, il a les mêmes influences, puisque Mmh. le gag pareil, de la cape Ouais. qu'on trouve dans Les Indestructibles et qu'on trouve Mhm. dans Dans Watchmen, on Watchmen, l'a ouais. dans les Captain America de Steven Gerrard. Ouais, ah Quand ouais, Mmh. totalement. Captain America déguisé en nomade la première Mmh. fois, il a une cape et en fait la cape se prend, Mmh. je sais plus, il se prend les pieds dans la cape ou un truc comme ça. Et il dit ah oui, en fait Mmh. c'est pour ça que j'ai jamais eu de cape. Ouais. Qui sont les épisodes enfin, qui suivent les épisodes où Captain America est confronté au président des États-Unis, quoi. Ou le En méchant, plus, ouais, voilà, en ouais. plus il y a Donc on est dans le même, on on est reste dans dans le le même même délire, quoi. Et dans le même voilà, délire. Mmh. Mmh. Exactement. Ouais. toujours sans Et jamais oui, comme révéler le quoi, twist. Mmh. mais oui, comme quoi, Mais y a rien qui vient. C'est pas. C'est Mmh. comme les gens aussi aujourd'hui, tu sais, qui te disent ouais, les westerns avant Sergio Leone et Sam Peckinpah, les westerns c'était le cowboy, il était habillé en blanc et il combattait ouais. le méchant qui. En fait, Ouais, les tu regardes des méchants indiens, westerns, ouais, tu j'en regardes ai jamais où vu un, le moi. méchant était habillé. J'ai jamais vu un western où le cowboy il était propre et il Mmh. tuait le méchant qui était. En fait, tous les westerns classiques que je regarde, les mecs ils sont torturés, Mmh. ils ont des traumas. Ils affrontent le gros propriétaire terrien, Ils généralement. affrontent ouais, voilà, le propriétaire terrien. Mmh. Les Indiens, ils sont dans le fond parce que Mmh. il y a plein de westerns où ils disent ouais, mais ils ont raison, Mmh. on leur a volé leur terre. Mmh. Ça a rien à voir. Le western classique, ça a rien à voir avec l'imagerie Mm. d'Épinal qu'on te fait. Ah, mais Et à mon Mmh. avis, le super héros en ce moment, puisqu'on Ouais. avait un peu cette discussion avant de commencer, c'est intéressant qu'on fasse ce Golden Age. Qui déjà a validé cette proposition. Voilà, on a l'imagerie d'Épinal, en tout cas l'imagerie d'Épinal qu'on essaye de nous vendre du super-héros, Mmh. où on dit ouais, les super-héros ils sont ultra bright, tu vois, Patriotique, ce Captain voilà, America patriotique, patriotique. The Boys, voilà. Mmh. Mm. Ouais, The Tu Boys. vois, Ouais. The Boys. Mmh. Oh. Et dans la tête des gens qui n'y connaissent rien, c'est ça. Sauf que quand Mmh. tu lis, en fait, tu t'aperçois que non, en fait, c'est nous, de Mmh. Mmh. toute façon. Enfin, à un moment donné, il faut quand même se dire, enfin, ni vous ni moi, on est franchement à saluer le drapeau et on n'est pas franchement va en guerre, hein, on est plutôt des lâches. Non. Ah, c'est plutôt quartier. Des couards, On ouais. aime, on De toute n'aime façon, pas moi, trop je la suis pour la violence. paix universelle. Ouais, voilà, je suis pour la paix universelle et puis pour qu'on me foute la paix, moi. Mmh. Ouais, voilà. Si franchement il avait fallu qu'on devienne des fascistes en lisant Ouais. Notons que Dieu n'existe pas non plus. Voilà, Donc, en plus, oui, mais vous pouvez y croire, hein, mais ouais, nous on n'est pas contre, voilà. hein, vous faites ce que vous Mmh. voulez, mais Voilà. c'est pas notre truc, quoi. Donc Mmh. ouais, en fait, tout ce blabla qu'il y a en ce moment ouais, si les gens ont voté Trump, c'est parce que ils ont été voir des films de super-héros. Non, les gens, ils ont voté Trump parce que les gens, ils votent n'importe comment. Mais ça fait depuis les Parce qu'il est à la télé depuis je sais pas combien d'années, hein, c'est pas Trump. vrai. Ouais, voilà. Et puis Ah, non, ouais, et puis parce qu'en face, il y avait Hillary Clinton qui était pas géniale Mmh. non plus. Mmh. Voilà. On peut C'est pas faut avoir tout le temps la rappeler même aussi. famille au pouvoir. Hein. Faut bien Ouais, changer et de temps puis en temps. surtout quelqu'un qui a fait que une majeure partie des étudiants américains sont endettés Mmh. à vie. Merci bien. Le Voilà, libéralisme. donc le libéralisme, ouais, voilà, donc Économique, hein, si on veut être précis. ouais. Mais ça, ouais, mais tu vois, il y a plein d'auteurs américains ou anglais qui ont travaillé dans le super-héros, qui se sont servis justement du super-héros Mmh. pour dénoncer Mmh. ces aspects-là. On a parlé de Denis O'Neill assez souvent. Enfin, franchement, Denis O'Neill,
C'était pas un mec de la NRA et Non. C'est dingue, hein, parce qu'il se définit il était lui-même comme un objecteur de hippie. ouais, Ouais, il il était était pas objecteur objecteur de de conscience. conscience. Non, il a pas été Ouais, objecteur de conscience. Il a été dans l'armée ouais, et justement, c'est que quand il est revenu qu'il a commencé à être, un peu hippie, ouais. de Il toute disait qu'il façon comprenait pas pourquoi ils venaient tous en costume au bureau, Jack Kirby et compagnie. c'est Jack Parce que Kirby eux, qui c'est. lui a Ouais, gueulé, qui lui a dit il faut que tu mettes un truc et tout. Parce que Tu bosses sur eux étaient. Madison Avenue, tu Ouais, portes une c'est ça. cravate. Eux étaient dans une espèce de recherche de reconnaissance, comment Ouais. dire, sociale, quoi. Alors que lui, Mmh. c'était un hippie, quoi. Donc il s'en Mmh. foutait. Alors que ça transparaît dans ces Green Lantern Et et Arrow, ouais. compagnie, voilà, Mmh. où c'est peut-être le plus Oui, là, c'est le plus caricature, voilà, entre guillemets, mais sinon, c'est vraiment très diffus, sa vision. Mmh. Enfin, si, c'est quand même prégnant, parce que quand tu lis, tu sais que tu lis pas un truc qui est Mais c'est qui est plus, nauséabond, quoi. Mais quand c'est c'est The pas. Question, tu vois que c'est beaucoup plus posé, en fait, où Ouais. il étudie les deux camps, il étudie. C'est plus zen. Ouais, tu sens qu'il y a une remise en question tout le temps, Voilà. qui fait que Ouais. t'as pas la science infuse, en fait. C'est tout est Ce qui est complexe et il faut. le cas dans Watchmen aussi. Ouais. Puisque Alan Moore, pour tout ce qu'il raconte maintenant, Alan Moore, le personnage le plus intéressant de Watchmen, ça reste Rorschach. C'est-à-dire que quand il s'est mis dans la tête d'un mec qui est quand même à la droite de la droite, quoi. Donc à l'opposé de ses idées politiques, mais peut-être parce que quand tu es un auteur, c'est toujours ça, c'est que quand tu fais de la fiction, tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux écrire sur ce que tu veux. C'est ça la magie, en fait, d'être un auteur. C'est Dans la tu liberté, peux, quoi. et c'est ce qui est beau quand on est lecteur. C'est pour ça que nous on aime autant bouffer du livre et des BD, c'est qu'on aime Il y a des vivre romans par graphiques. procuration et les romans graphiques et surtout les romans Surtout les graphiques à romans l'art graphiques. séquentiel. Ouais, voilà, Oui, de l'art à l'art séquentiel, effectivement. séquentiel de le 10e art. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? C'est non seulement c'est pour analyser effectivement la narratologie, Oui, en d'une premier part, lieu. mais c'est aussi pour pouvoir vivre par procuration des aventures qui se déroulent dans des mondes où on n'ira jamais. Et c'est ou tester des idées qu'on n'aura jamais, tester et c'est moi ce que j'aime bien dans Golden Age, c'est qu'effectivement tu passes par plein de personnages qui ont des visions différentes du monde, des versions différentes des événements qui sont en train de se passer, et tous sont intéressants. Et tu es tu es avec eux, tu es dans leur tête, et des fois tu n'es pas dans leur tête. Des fois tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Par exemple, Captain Triumph. Ouais. Tu vois, il y a des moments où C'est- je reviens toujours à Captain Triumph. Je sais pas pourquoi j'adore franchement l'histoire de Captain Triumph dedans. C'est une belle histoire en fait. C'est peut-être un peu le côté Will Eisner puisqu'il fait référence à plein d'auteurs de cette époque que j'aime bien. Puisque, ça on peut peut-être aussi en parler, les bandes dessinées de l'âge d'or n'étaient pas aussi cons qu'on vient de raconter. Comme c'était des gens qui ont grandi quand même durant la dépression et ensuite qui ont dû aller se battre au front, tu en retires quand même quelques idées. Tu en retires un peu tu as quelques vécu leçons des de la choses, vie. Voilà. quelques leçons de la T'as vie. des choses à raconter, du coup. Tu as des choses à raconter et Un du peu coup, plus que quand t'as passé ta jeunesse. ta journée sur Twitter. Voilà. Ouais. Ou simplement à regarder The West Wing. Et si tu veux parler de politique ou à parler ou des gens qui n'ont jamais travaillé mais qui ont regardé toutes les saisons de The Office et qui après doivent écrire Spider-Man et ils savent pas ce que c'est que la vie au bureau. Oh là là, ça balance. Ça balance. Mais oui, à un moment donné, ouais, voilà, le vécu fait aussi que tu peux imprégner. Et c'était ce qui était intéressant, je trouve, dans certaines BD du Golden Age, notamment, donc j'ai déjà parlé du Spirit, mais Plastic Man, voilà, d'autres. Il y a plein de BD, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, qui ont, je trouve, pris un essor en termes graphiques et en termes scénaristiques, qui sont effectivement, par rapport aux standards qu'on a aujourd'hui, faut les juger pour ce que c'est, mais qui sont imaginatives. Moi, je trouve bien agencé. Moi, je lis pas mal aussi de Batman de l'époque-là. Même avec les carcans du Comics Code, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que
il faisait des petites histoires de polar dans un environnement qui était assez contemporain en fait de l'époque. Comment est-ce qu'ils utilisaient ce qui était. Il y a une petite histoire que j'aime bien de Batman et Robin qui, en fait, ils passent la nuit et en fait, ils vont voir les gens qui bossent la nuit. Et ils résolvent des crimes aux côtés Donc il y a un animateur radio, il y a une femme de ménage. Combien de fois on a eu une femme de ménage cette année dans un Marvel Comics ou dans un DC Comics, tu vois, dont on a parlé. Il a été édité en français cet épisode d'ailleurs, je crois. Il me semble. Je crois l'avoir lu dans une anthologie. Il me semble l'avoir lu dans une anthologie. Et puis voilà, ouais, donc il y a tout ce contexte-là qui fait que j'aime bien, moi, ces BD de l'époque, j'aime bien les personnages de l'époque. J'ai toujours eu Ouais, non, on voit là qu'il y a quand même Ouais, Robinson, il avait cette idée-là. C'est un vivier, quoi. Ouais. Il y a cette BD que j'adore de Jack Kirby et Joe Simon, qui est Newsboy Légion, avec le gardien. Donc, qui est, le gardien, c'est le mec qui a le bouclier jaune, doré. Ouais. C'est un flic. Superman à Metropolis, désormais. Ouais, et c'est un flic, et en fait, c'est le gardien, en fait, c'est le tuteur d'une bande de jeunes. Sauf qu'ils savent pas que leur tuteur flic est aussi le gardien, le super-héros avec qui ils résolvent des enquêtes. Et tous les épisodes se déroulent en fait dans le quartier. Donc c'est pas ils combattent pas des gros super vilains, mais ils règlent les problèmes dans leur quartier. Et tu vois que toutes les historiettes sont plus ou moins basées sur les souvenirs de quartier de Kirby, qui a grandi dans le East Side de là où a grandi Martin Scorsese, un autre grand amateur de super-héros, qui a grandi dans le East Side de New York. Jack Kirby a grandi dans le même quartier, donc un quartier qui est avec une forte population de familles d'immigrants qui ont grandi pas dans le luxe, hein, qui grandissent dans la pauvreté. Ça aussi, je pense que c'est différent. Ça joue énormément. Faut être honnête. On arrête de déconner 2 secondes. Et et voilà. Et on a parlé aussi, le côté patriotique de certains personnages. Il faut rappeler aussi que Captain America, il le crée en 1 an avant que les États-Unis entrent en guerre, dans un pays qui veut rester neutre par rapport au conflit. Sauf que eux, c'est des enfants de juifs, et enfin ils sont juifs, et ils voient ce qui se passe en Europe. Et donc Steranko expliquait bien ça dans son histoire des comics, c'est que ils ont pris des personnages, tu vois, ils ont pris un grand blond aux yeux bleus pour aller casser la gueule aux nazis. Captain America. Ils ont pris des mecs qui se déguisent, les uniformes des Black Hawk, les pilotes, c'est quasiment des uniformes des SS, mais Will Eisner, il a pris ouvertement les costumes, les uniformes, en disant mais ouais, non, mais ils sont bien habillés, mais pour aller casser la gueule aux nazis. C'est-à-dire que tu reprends les armes de l'ennemi, ça c'est intéressant. Tu reprends visuellement les armes de l'ennemi pour symboliquement c'est de la captation. Aujourd'hui, on appellerait ça de la captation culturelle, tu sais, le côté de récupérer des. L'appropriation culturelle. Mais moi, je trouve ça super intéressant en fait d'analyser ça. Et ces personnages-là, ils ont vraiment inspiré James Robinson. James Robinson raconte que quand il était jeune, qui collectionnait des comics, il essayait de trouver tous les comics où il y avait des rééditions de BD du Golden Age. Parce que c'était assez dur à trouver. Mais par contre, dans les années 70, DC Comics avait pris le pli de mettre en backup des rééditions de BD des années 40. Moi, j'aime beaucoup quand il raconte ça, justement, ses souvenirs et tout. Enfin, pour le coup, on s'y retrouve beaucoup aussi, ce côté d'aller chercher Ringside et moi, on peut dire que tous les personnages du Golden Age, on essayait de savoir qui c'était. Oui. Alors ça, c'est on a eu la chance, nous, de pouvoir lire tout ce qui était All-Star Squadron, plus il y avait Infinity en même temps. Plus les épisodes de la Justice League où ils font les crossovers avec la Justice Society.
Effectivement, le premier truc que tu fais, c'est d'essayer de savoir qui sont ces personnages, d'en avoir le plus possible. Surtout que tu n'avais pas Wikipédia à l'époque, tu vois. Non, Donc, non. donc aller chercher la BD. C'est vraiment histoire par histoire que tu grattes un petit peu. C'est ce qu'il disait aussi James Robinson dans cette interview. C'était à l'époque, tu étais un petit peu un détective en fait quand tu essayais de recréer l'histoire des comics. Et forcément, quand tu tombes après, dans les années 90, sur c'est du fan service aussi ce qu'il fait finalement, mais du bon fan service. Il ne donne pas un truc réchauffé, quoi. Tu sens tout le talent et tout le travail méticuleux qui a été fait derrière, mais c'est ça aussi la richesse de l'univers d'ici, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, il y a ce putain de vivier de personnages des années 40 là, qui est je veux dire, intarissable, quoi. En vérité, on le verra après par la suite quand ils lanceront la série de Justice Society. Avec Jeff Jones reprendra la série, mais on verra que le filon il est inépuisable, quoi, en fait. Ça n'a pas vieilli finalement quand tu commences à travailler vraiment les persos. Les concepts, tu peux les reprendre et puis changer des choses. Et c'est vrai que pendant longtemps, par exemple, moi j'étais fasciné par Mister Terrific. Parce que je voyais toujours dans le fond, il était dans le fond, tu sais qu'il était arrivé à ça le truc. Ouais. mais tu te et puis il y avait et ce qui est marrant, c'est que dans Starman, il y a un moment où en fait, donc dans Starman, dans la série Starman, tous les ans, il y avait un épisode qui était complètement en noir et blanc, sauf les personnages des héros qui étaient en couleur. Et c'était Talking with David, c'était Jack Knight donc qui parlait avec son frère qui était mort. Et il y a un épisode où il rencontre des autres super-héros qui sont morts, et notamment Mister Terrific, donc avec sa grosse inscription Fair Play. Et il dit ouais, vous savez pourquoi les gens m'aiment bien c'est à cause de cette inscription, c'est à cause des mots Fair Play, et puis par le fait que je défendais ces mots et que j'y croyais à fond et que les gens ils ont besoin d'y croire. Et j'étais là et je me dis, mais ouais, il a tout à fait raison, parce qu'en fait, le personnage, je l'aimais avant de l'avoir vu en action, juste parce que c'est un mec avec marqué Fair Play sur son costume. Et il y a une bonne réplique aussi du Red Bee, c'est l'abeille rouge, qui dit ouais, mais moi, tout le monde m'a oublié, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû m'inscrire bzz bzz sur mon cul Alors, Red Bee, c'est difficile pour lui. Ouais. C'est dur quand même, un super-héros dont le pouvoir c'est des abeilles. Ouais, c'est vrai que des fois il poussait un peu loin le concept. Ouais, le concept. Surtout qu'il avait un style assez. Pour avoir quelques couvertures de l'époque. Mais James Robinson qui va faire Starman. Il va bosser. Alors Starman, c'est aussi un chef-d'œuvre. Hein, si vous avez jamais testé encore, jetez-vous dessus. Je pense qu'on en parlera un jour. Je crois qu'il a bossé sur câble, si je dis pas de bêtises. Très bon, ça. Oui. Des très bons épisodes. Alors avec ce Joe Casey, avec Russell Ladron, juste avant Joe Casey. Sûrement les meilleurs épisodes de câble. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Où il exploite le fait que Cap traverse le temps. Ouais. En fait, il le fait comme Kyle Reese. Sauf que c'est un Kyle Reese en fait qui aurait réussi sa mission, et donc en fait il sait pas quoi faire. C'est le point de départ, c'est ça, c'est que Cable il sait plus quoi faire parce qu'en fait Apocalypse a été battu, donc en fait il a empêché le futur dont il vient. Et il va se retrouver face au club des damnés. Il va faire équipe avec Union Jack, je crois. Ils sont super. Ils sont super. Des Wildcats aussi. Ouais, c'est Wildcats avant Alan Moore, je crois. Qui sont vachement bien, avec les Will Pordus des personnages parallèles là qui sont les Black Razor. C'est les agents qui est l'équivalent du Shield, mais pour il est bon dans ce qui est espionnage, thriller. Il y avait la mini-série du Vigilante aussi qui était vachement bien. Donc, le Vigilante, c'était le super-héros cowboy là et c'est une enquête qui se passe à Hollywood et tout, c'est vachement bien. Après, il part à Hollywood faire l'adaptation de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Ouais. Alors le film est pas très bon. Maintenant, je trouve pas que son adaptation soit si honteuse que ça, hein, ce qu'il a fait. Mais Oui, voilà, bon, c'est un film qui est sorti à une mauvaise période. C'était l'époque des débuts du tout numérique, donc effectivement le truc ressemble pas à grand chose. Mais voilà. Et je suppose que ça a du mal se passer parce qu'il est plus vraiment le même quand il revient. Enfin, du moins, il n'y a pas. En fait, ça score plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il essaye de modifier son style, parce qu'il avait un style quand même qui était très, très verbeux, très fleuri. Il y avait beaucoup à lire dans un épisode de James Robinson. Tu lisais pas ça en 5 minutes. Et donc il arrive au moment de la décompression et forcément. Ouais, il était à l'avant-garde, hein, finalement. Hein. Quand il pense, il y a beaucoup de gens qui ont repris un peu ses techniques, ses marottes, mais. Mais en coupant les textes, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais voilà. Jamais aussi bien travaillé, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que ouais, je pense qu'il essaie d'adapter son style à un truc qui convient pas. Là où c'est le plus flagrant, c'est dans le New 52, où il fait Earth 2. Et c'est pas une mauvaise série, mais tu sens qu'il est limité par les contraintes éditoriales, la façon dont il a de raconter l'histoire. C'est quelqu'un qui finalement, en fait, écrivait beaucoup dans chaque épisode, tu vois. Et là, il y a une époque où en fait, on te demande de délayer on demande d'écrire rien et de déliter le truc. Et puis de ne pas trop se concentrer sur on va dire la caractérisation. Il faut que ce soit. Je sais pas, je trouve que moi, les personnages, ils sont de plus en plus caricaturaux. Même les scénaristes dont on dit du bien, je trouve qu'ils écrivent pas des vrais personnages. Enfin, en tout cas, à mon goût. Hein. Mais j'ai pas l'impression d'avoir des vrais personnages. Puis lui, c'était, mine de rien, c'était un scénariste de super-héros. Il maîtrisait complètement le sujet, là où les autres sont plus font du super-héros parce que ça rapporte de l'argent, quoi. Tu vois. On sent que ça les passionne pas, quoi. On sent qu'ils n'ont pas beaucoup de respect pour le médium. Ce n'est qu'un point de vue, hein, évidemment. Ces Justice League aussi sont pas terribles. Ouais. Et je crois qu'il a fait du Superman, mais je les ai pas lus. Qui dessine. Ouais. Et j'ai du mal, moi, avec Renato Guedes. Toutes mes excuses à Renato Guedes, mais franchement. Oui, bon, on va dire honnêtement, il y a peu de dessinateurs qui me vont en ce moment, mais c'est pas grave. Voilà, mais moi je désespère pas de le revoir revenir sur un vrai projet. On a vu d'autres scénaristes revenir comme ça après. Voilà, après un semi-passage du désert, parce qu'il a quand même du boulot. Mais j'ai quasiment plus de souvenirs, mais je me rappelle juste que j'avais bien aimé ces Fantastic Four. Qu'il avait écrit, c'était la série juste avant qu'il balaye tout avec Secret Wars. Et je sais plus, je pense que il doit y avoir dans les 12 numéros ou un truc comme ça. Ouais, il n'a pas dû rester longtemps. Hein. Non. C'est après Hickman. C'est après Hickman et Matt Fraction. Voilà, c'est ça. C'est après Fraction et tout ça. Et j'ai quasiment plus de j'ai plus de souvenirs de. Il faudrait que je les lise ceux-là, ouais. Je sais qu'ils ont des costumes rouges. Voilà. Oui, c'est ça. Et ça débute sur un truc que je supporte plus, qui est un gros truc et 6 mois avant. Et toujours avec cette idée de l'équipe est fragmentée et hop, va se retrouver. Mais dans mon souvenir, c'était pas dégueu à lire. Je trouve que pour le coup, les Hickman et Fantastic Four, ça allait bien. Et il avait refait après derrière, il avait repris l'Escadron Suprême. Et je crois que c'est pas mal ça. Et que c'était après Secret War de mémoire, où l'idée de l'Escadron Suprême, c'est plusieurs membres de l'Escadron classique, mais qui viennent de différentes terres. Donc, tu as l'Hyperion de l'Escadron Suprême de Grunwald, mais tu as d'autres persos. Et ça part sur. Ça va assez loin en plus. Ça joue avec du voyage dans le temps, parce qu'il tue un personnage hyper important de l'univers Marvel. À ce moment. Et donc, non, je crois que c'est avant. Je crois que c'est avant Secret War. Bon, je sais plus. La question, c'est de savoir s'il y a une fin à ce truc-là. Il y avait une fin. Il y avait une fin. Bouclé son truc. Ouais, il avait bouclé son truc. Il y avait, en fait. Mais ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'ai pas lu. En gros, c'est l'escadron qui se réunissent et en gros ils disent bon, nous on va régler les problèmes des autres quoi, parce que c'est super héros à la manque tout ça. Et en fait, ils tuent Namor.
mais vraiment de manière violente. Et toute l'histoire après découle de ça, en gros, mais il fait bon, on a peut-être fait une connerie. Et t'as tout ce truc-là. Je me rappelle que les personnages, ils les avaient bien brossés, mais il y avait quand même une violence assez forte. Et il rebondait sur ses pieds à la fin avec un espèce de twist de voyage dans le temps qui fait que Namor revenait. Bon, c'était sympa. De ce que je me rappelle, pareil, c'était sympathique. Moi, c'est surtout ces Fantastic Four que je relirais bien. Parce que je me rappelle quand même, je me dis, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des Fantastiques. Où j'ai l'impression de lire des Fantastiques, quoi, tu vois, après Fraction, c'était quand même agréable. Mais bon, ça se trouve, à relire, je vais me dire, oh putain, non, en fait, non, c'est pas top, quoi. Non, mais là, le Squadron Suprême, vous me l'avez vendu. Moi, je vais essayer de le trouver. Ouais, il va falloir que je me cherche ça parce que je crois que je l'ai pas encore. En plus, je crois que ça avait été. Alors, ça a été édité. Je sais pas si ça a été réédité en librairie, je suis pas sûr. Et en kiosque, ça avait été édité en 3 numéros. Dans un truc spécial, genre Ah ouais, un truc extra. hors série. Et du coup, toute la série tenait en 3 numéros. Je dois d'ailleurs toujours les avoir. Je crois que je m'en suis pas débarrassé parce que j'avais bien aimé. Donc, Ouais. Mais voilà. Alright. Paul Smith, il fait Leave It to Chance avec Robinson, qui en a pas parlé de ça aussi. Je l'ai pas lu, alors je saurais pas dire si. Mais si, moi je l'avais lu, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Leave It to Chance. Ça fait longtemps que. C'est dispo en français, ça. Voilà. Et donc, Golden Age, ça existe aussi en français. C'est Justice Society, l'âge d'or, je crois. C'est The Golden Age. Chez Urban. The Golden Age. Okay. Alors attends, sur la couverture, c'est The Golden Age. Et sur la tranche, c'est Justice Society. Ok. Mais c'est The Golden Age. Voilà. Alors c'est vrai que ça n'a pas la renommée en France, du moins, que ça devrait avoir, moi je trouve. Et voilà, parce que comme on le disait, pour moi c'était dans mon top 5 des meilleurs comics ever, aux côtés de Watchmen, aux côtés de V pour Vendetta, aux côtés du Dark Knight et Marvel, des trucs comme ça, quoi. Donc un classique incontournable. Ah oui, clairement. Est-ce qu'on a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des points qu'on voudrait revoir? Non, moi je suis assez d'accord. Moi j'ai vraiment un attachement à la série dans le sens où il y a un côté plus humain, je trouve, que dans certains autres titres que tu as cités. Tu vois, c'est pas pour taper sur Watchmen, hein, j'adore Watchmen, c'est pas une. Mais Watchmen, c'est un peu aussi. C'est comme Citizen Kane, tu vois. Tu vas pas dire ton film préféré, c'est Citizen Kane. Ça veut rien dire. Tu peux dire ton film préféré, c'est Citizen Kane, mais c'est taper sur. Tu sais, moi, il est top. Hein. Ouais, voilà. Je dis ça pour la forme, mais si tu sais, si tu dois sortir. Ce que je veux dire, non, c'est pas pour critiquer ce que tu as dit, c'est pour pour parler en fait de la différence entre Watchmen. Entre Watchmen et Golden Age, c'est que je pense que j'ai un plus gros attachement pour Golden Age. Je pense que les personnages sont plus. Je pense que les histoires à l'intérieur sont plus. Les histoires des personnages, le vécu des personnages est peut-être plus émouvant, je trouve. Ouais, clairement, oui, c'est vrai que tu as des passages extrêmement émouvants dans la série. On n'a pas parlé aussi des personnages féminins, parce que si on en parle, on va déflorer un peu l'intrigue et c'est pas cool, mais il y a des personnages féminins très forts. Miss America, c'est extrêmement bien brossé, hein, ce qui lui arrive et sa manière de réagir, le personnage en elle-même. Pareil, alors je sais plus, c'est Tigresse qu'elle s'appelle ou Tigresse, ouais. Tigresse, il me semble, hein. La vilaine repentie qui sort avec Cantem Triomphe aussi. Le personnage, il est hyper intéressant. Et puis c'est souvent elles qui font avancer l'intrigue et ça aussi, c'est quelque chose de très très représentatif de l'époque. Où en fait, tu as eu les femmes qui ont dû gérer tout le pays pendant que les hommes étaient au combat et qui se retrouvent maintenant de nouveau coincées à la place secondaire, alors qu'en fait, c'est elles qui font effectivement avancer. Et puis c'est aussi représentatif du comics américain de super-héros
Voilà. Surtout dans les comics d'équipe, Ouais. où généralement les femmes, elles ont quand même un rôle souvent plus important que les mecs. En règle générale, des X-Men ou Avengers. Dans les années 80, tu voyais que toutes les équipes avaient des leaders féminins. Puisque tu avais la Guêpe et Captain Marvel chez les Avengers, tu avais Storm chez les X-Men, tu avais Saturn Girl dans la Légion des super-héros, tu avais même Donna Troy, elle replace Nightwing à un moment donné dans les New Teen Titans. Chez Fantastique, tu vois très bien que c'est Susan Storm à un moment. C'est Susan Storm. Oui, parce que si on veut si on laisse ce connard de Reed Richards. À part ça sentira le vieux tabac moisi dans le qui est un peu le cas aussi dans les West Coast Avengers, où tu vois bien que c'est Mockingbird qui dirige l'équipe. Et donc je disais dans le Stars... ok. Non, sérieusement, ok, ça n'a jamais été un leader. on le voit clairement dans la série que c'est pas lui qui dirige. Dans All Star Squadron, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est Liberty Bell qui est élu chef de l'équipe. Passionnante série, All Star Squadron, comme on disait. Tu sais que t'es un zombie de DC quand tu lis All Star Squadron, en fait. J'adore cette série. Je trouve que c'est un vraiment des sommets du début des années 80 de DC Comics. Le début d'Infinity Inc. aussi est vraiment bon. Donc, la série sur les enfants de la Société de Justice, puisqu'à l'époque, il faut le rappeler, la Société de Justice était sur leur terre à eux. Ils étaient sur Terre 2. Tandis que la Ligue de Justice était sur Terre 1. Jusqu'à Crisis. Et la Crisis a foutu tout ça en l'air, ce qui est dommage. Mais ça a été les grandes victimes de Crisis, quoi. Ah oui, c'est la grande victime de Crisis, c'est Roy Thomas. Roy Thomas, lui, s'est vraiment fait enfler. Pour le coup, on lui avait promis. Parce que les séries marchaient bien en plus. Ouais, alors après, c'était pas non plus. Le problème des séries de DC, c'est qu'elles marchaient bien, mais ils étaient vraiment très loin derrière Marvel. Ça dépendait du point de vue, tu pouvais dire ça marche bien, comme tu dis ça marche pas assez bien, quoi. C'est quand même un an avant Crisis, c'est là où il y a eu des pourparlers pour savoir s'ils doivent vendre DC à Marvel. Donc ça marchait, mais ça marchait pas. Ça marchait pas assez, quoi. C'est vraiment Crisis qui a sauvé. C'est con qu'on en a pas un pour rattraper l'autre en ce moment, mais vendre l'une à l'autre, ça pourrait être une solution. Là, c'est 0 plus 0, ça fera toujours 0. Ouais, ça fera toujours 0, Faut attendre un peu. Voilà. Que tu fais une fusion des deux univers, là, t'as un méga crossover qui cartonne. Mais tu peux. Moi je suis. Il y avait un moment donné, quand il y a eu le Covid, il y avait un mouvement pour qu'il y ait un deuxième JLA Avengers qui se fasse, tu vois, pour aider. Je crois que c'était des retailers qui ont demandé ça, qui ont dit ça serait cool qu'il y ait un gros crossover Marvel DC, que certains auteurs d'ailleurs avaient dit ça serait cool. Parce que je crois qu'il y en avait qui avaient teasé un petit peu ça, genre Geoff Jones et Donny Cates qui avaient teasé chacun de leur côté des rencontres de leurs personnages, tu vois. Ce qui est un peu logique, puisque ils sont tellement là à jouer tous sur leur multivers et leur dimension parallèle qu'à un moment donné, il faudra bien qu'ils se rencontrent. Et si on veut faire de l'argent, après tu peux faire aussi pour la beauté de l'art. C'est pas. Ouais, mais tu peux faire les deux. Oui. Non, tu peux faire. Mais tu peux faire les. Tu peux faire les deux, tu peux très bien faire les deux. Ça c'est déjà fait. Moi, j'ai ça aucun peut se problème refaire. avec. J'ai aucun problème à dire si tu que veux repartir sur des comics d'auteurs des années 80, c'est les X-Men. C'était celui qui vendait le plus. Et ça reste un comics d'auteur. Ça ressemble à rien de ce que tu peux. Tu vois clairement quand tu lis les épisodes des années 80, tu vois vraiment que c'est pas demandé par des costards cravates. Ce qu'il écrit clairement. Il y a personne qui lui dit. Peut-être Jim Shooter qui vient le taper sur les doigts de temps en temps. Franchement, je me demande si Jim Shooter il a jamais lu un épisode des X-Men. Tu penses après avoir fait le coup d'éclat sur Phoenix. Je me demande. Je sais pas, parce que quand je lis c'est les Légions de super-héros qu'il a fait là en dernier, je trouve qu'il y a vraiment un feeling X-Men de l'époque. Alors que quand je lis Sovereign Seven,
c'est compliqué, quoi. Mais, mais après, c'est l'histoire que je pense que Chris Claremont, il faut qu'il ait un dessinateur compétent avec lui, sinon. Il avait aussi parce que c'était des sacrés tâcherons sur. Ouais, de quoi il avait des très bonnes éditrices. Il avait Ouais, Simmons, oui. Ouais. Je pense qu'il était en confiance. Il y a peut-être de ça aussi. C'est peut-être le premier niveau qui est. Mais... qui faisait que. Ouais. Je pense à un moment, j'ai eu un doute sur quelle était la place de Jim Shooter dans tout ça. Ouais. Mais, ouais. Ça se discute, c'est un débat. Je sais pas. Faudrait une interview avec les deux avant qu'ils meurent. Voilà, hein, faites un livre qui se vendra pour les fans de comics, hein, une interview croisée de Jim Shooter, Chris Claremont, par exemple. Ouais. Si vous arrivez à mettre les deux dans un bureau, mais je pense qu'on aurait des. Ça vaudrait son ouais, ça faudrait son pesant de cacahuètes. C'est John Byrne qui a raconté que, tant qu'on est à diverger, John Byrne il racontait que Chris Claremont il a jamais accepté que la meilleure histoire qu'il ait écrite c'est Jim Shooter qui lui a filé la mort de Phoenix. Aïe. La bonne ambiance. Mais je pense que ce serait vraiment trop intéressant de les voir, parce que je pense que maintenant ils peuvent enterrer l'âge de guerre quand même, tu vois. On peut se retrouver devant un verre et puis on sait pas, hein, ils ont faut déjà que son ego passe la porte. John Byrne, il a dit il y a pas longtemps, moi j'ai peur, hein, je le dis tout de suite, hein, moi j'ai peur pour notre John, parce que il y a pas longtemps, il a dit j'ai quand même 3 regrets dans ma carrière. Donc c'est quand tu commences à dire ça, c'est que tu te dis t'es pas loin du sapin. Il a dit j'ai 3 regrets dans ma carrière. C'est un, d'avoir fait la mort de Phoenix parce que c'était peut-être une super histoire, mais en fait on a bousillé l'industrie avec. 2, d'avoir de pas être resté sur Captain America avec Roger Stern. Et en fait, de ne pas avoir dit simplement à Roger, viens, on laisse l'histoire en 3 parties, on la garde pour plus tard. Quand il aura changé. Dans 2 mois, il va changer d'avis. Et 3, d'avoir accepté de faire Superman, parce qu'il a dit c'est la pire expérience professionnelle qu'il a jamais eue de sa vie. Il a souffert pour notre bonheur. Ah putain, c'est son Vietnam. Je pense qu'il doit... Ouais. Mark Millar fait de la retape pour John Byrne en ce moment sur Twitter. Et il s'est dit comment ça se fait que John Byrne n'a pas de série à l'heure actuelle. Pourquoi John plus Byrne... Non, c'était Jérôme qu'on n'entendait plus. Ah, c'est Jérôme qu'on n'entendait plus. Ok, pardon. Il demande pourquoi John Byrne n'a pas de série actuellement. Comment ça se fait qu'il n'a pas de boulot. Quand tu vois X-Men and the Wen, ils auraient pu. Et il explique brièvement qu'en fait, il lisait pas de John Byrne quand il était jeune, qu'il n'a pas un fan de jeunesse, mais qu'en lisant et en relisant les trucs actuellement, il dit que John Byrne, c'est une aberration que John Byrne n'ait pas de boulot. Il y a des gens qui ont expliqué que DC avait proposé une carte blanche à John Byrne pour n'importe quelle série, mais sans qu'il ait le droit de dessiner ou d'encrer quoi que ce soit. Et du coup, il avait refusé. Ça prouve bien qu'effectivement. C'est quoi l'intérêt Oui, c'était la conclusion du truc, c'est qu'il faut mettre sacrément con pour poser ce genre de truc. J'aime bien quand il est au scénar que c'est pas lui qui dessine. Enfin, moi, si on me dit revient, moi je voudrais bien qu'il soit toujours au dessin, quoi. Quel est l'intérêt? S'il fallait commencer à faire la liste des idées à la con. On fera un autre podcast pour ça. Je pense que on a déjà bien chargé la mule. Là. Ok. Bon, on a fait le tour de la question. Il est temps de vous dire adieu. On va se retrouver très bientôt pour parler d'autre chose. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On se retrouve sur YouTube. Abonnez-vous, partagez, commentez. Merci les amis d'être venus. Merci. Bon, merci à vous. On n'a pas fait nos 2 moments forts, mais... moi, je peux en dire un seul. Vas-y. J'en dis juste un seul. C'est que j'ai toujours des frissons à la dernière page de The Golden Age. Vraiment, à la toute dernière page, moi, ça me fait des frissons. On n'a pas parlé de Final Frontier non plus, mais on fera peut-être un épisode dessus.
Moi, je dirais vilain, Your History. Ouais. Yeah. Voilà. C'était la mienne. Mais... Ok, Ouais. bon bah voilà. Ouais, on est d'accord. Voilà. Mais on est tous d'accord. Ouais. Et puis, Moi, c'est ouais, vraiment quand on découvre de quoi ça parle et Ouais. que tu t'apprends que en fait, c'est encore plus compliqué que ce que tu pensais. c'est ça. Ouais, c'est quand Les quand poupées russes. il apprend en fait quand ils disent non mais attendez, lisez la suite Ouais. Ouais. parce que pour expliquer pour ceux qui n'auraient pas lu, mais les héros apprennent le poteau rose à un moment donné, sauf qu'ils apprennent quelque chose encore pire. Ouais, Il y Voilà, a quelque le chose poteau que rouge. tu soupçonnes en fait en tant que lecteur, mais en fait tu ne soupçonnes pas le deuxième effet qui se coule. Ouais. c'est ça. T'as un twist dans le twist qui. T'as un twist dans le twist Voilà, qui le te- twist dans le twist, et quand le twist dans le twist, je me souviens que quand je l'ai lu la première fois, j'ai lu, tu sais, je lis la bulle et je remonte en fait les yeux parce Ouais. que oh, C'est ça. Attends, Quoi C'est voilà. exactement ça. Tu reprends en arrière, tu fais attends, faut que je reprenne pas du on début, peut mais. une petite minute. Et quand tu le relis, c'est tellement clair. Mais oui. Ça coule Ah tellement oui, de mais sources. T'as c'est tous les tellement- indices qui sont là, en fait. Mais ouais. Ah, mais c'est génial. Incroyable. Le Incroyable. casque de football de Denaman. Ah oui. Ah là 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 là. Lisez-le. La Lisez-le. posture qu'il Lisez-le. a quand il est en train de... Non, mais disons pas, Ah, on va. pas de grands discours. Stop. Voilà. Une pièce maîtresse des romans graphiques. Donc voilà, comme je disais, on se retrouve très bientôt pour parler comme des mauvais moments, il n'y en a pas, hein, parce que d'habitude on fait un moment Non, top il y et en un a moment qui craint, il n'y en a pas, hein, on est d'accord. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures dans le merveilleux monde des comics. Ciao, bye bye. Bye bye.